Bonjour à toutes et tous, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers intervenants, bienvenue à cette 7e édition du Grand Bain. 7 ans déjà, et quel chemin parcouru. Alors je vais me permettre ce clin d'œil. Pascal Land, tu es dans la salle aujourd'hui et tu seras sur scène tout à l'heure. Merci pour ta présence. En 2019, c'était toi qui étais président de la French Tech Aix-Marseille, et avec le board de l'époque et tes complices, Mathieu Rosière, Marie-Laure, tu n'es pas loin. Vous avez imaginé ce grand bain avec une vision claire et ambitieuse, faire dialoguer technologie et impact et positionner notre territoire comme un territoire innovant et audacieux. Aujourd'hui, nous sommes 1800 inscrits au Grand Bain. Je crois que le pari est fait et c'est la tech et l'innovation qui nous rassemblent. Aujourd'hui, pour moi, ce sera ma 6e édition. Quelle joie et quel privilège d'avoir pu participer à faire évoluer cet événement en préservant avec grand soin son ADN de départ, fédérer tout un écosystème et s'inspirer ensemble. Avec cette thématique, Human After All, on plonge dans un grand bain de maturité, un grand bain profondément humaniste, un grand bain d'amour. Alors cet événement ne pourrait exister sans un collectif très fort, les 27 membres du board, qui ont un soutien infaillible. Et vraiment, rien ne serait possible sans ma merveilleuse équipe, qui sont là. Votre énergie, votre engagement, votre créativité, vos blagues, mes pattes chaque jour. C'est un bonheur de faire cette traversée avec vous. Je tiens à remercier sincèrement nos partenaires sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu et les institutions qui nous soutiennent dans nos missions et nos actions. Et comme le Grand Bain, c'est aussi la convivialité et comme chaque année et encore plus cette année, je vous donne rendez-vous à 19h30 pour trinquer à cette belle journée. Je vous souhaite une merveilleuse immersion et pour plonger dans ce Grand Bain, je vous propose qu'on accueille les coprésidents de la French Tech Aix-Marseille, Émilie Mercadal et Sébastien Desmecs. Merci beaucoup Diane, tu as filé. Comme tu as dit aujourd'hui, notre thème c'est l'humain et que serait la French Tech sans notre board, sans l'équipe mais sans toi. Donc merci beaucoup pour toute l'humanité que tu mets au service de la French Tech. Le Grand Bain, qu'est-ce que c'est ? Le Grand Bain, c'est un moment qui se veut collectif, qui veut réunir, rassembler, fédérer tous les acteurs et tous ceux qui innovent pour un monde meilleur. Cette année, avec Sébastien, c'est notre première édition à tous les deux en coprésident, même si on était dans l'ombre avant, donc on n'est pas non plus tout nouveau. On a choisi un thème, Human After All, un thème qui nous ressemble, qui porte des valeurs qui nous sont chères, comme l'inclusion et la diversité. Et notre but aujourd'hui, c'est vraiment de nous faire tous réfléchir sur quel impact a la tech par rapport à l'humain, et est-ce que c'est à l'humain de se plier à la tech ou vice-versa. Aujourd'hui, on le voit, la tech transcende en fait notre quotidien, que ça soit en santé, en formation, en démocratie et même dans les amours, n'est-ce pas Karima ? Donc voilà, aujourd'hui, c'est une après-midi riche avec des formats diversifiés, de nombreux intervenants, et donc on espère que vous prendrez autant de plaisir que l'équipe a eu à le préparer. Bon Grand Bain. Merci. Tu as pratiquement tout dit sur le Grand Bain, mais j'enchaîne rapidement sur la French Tech, quand même, pour rappeler ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas. La French Tech, c'est 500 startups sur Aix-Marseille. C'est un objectif de fédérer un écosystème entrepreneurial et tech avec un écosystème économique grandissant. On a à peu près une 300aine d'autres acteurs économiques qui nous suivent. Donc l'objectif vraiment pour nous, c'est de prendre les besoins de nos startups, leur trouver des solutions, les mettre en relation avec les bonnes personnes. On est un animateur de réseau. Aujourd'hui est notre événement phare, donc profitez-en aussi pour rencontrer du monde, résoudre vos problèmes, discuter, innover, faire plein de choses. Mais on est là au quotidien, les équipes sont là au quotidien pour vous aider à résoudre vos problèmes, à créer votre projet, à rencontrer les bonnes personnes et avoir un réseau étoffé.
que ce soit investissement, tech, n'importe quoi. Donc je vous remercie à tous d'être là. J'espère que vous allez passer une bonne journée, que vous allez trouver ce que vous cherchez ici, mais j'en doute pas trop vu le programme. Merci beaucoup Sébastien, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Et à présent, nous allons accueillir Monsieur Arnaud Mercier, conseiller métropolitain à l'innovation et au numérique. Et je lui laisse la scène. Merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord d'excuser Madame Martine Vassal, qui était tout à l'heure avec nous au déjeuner, que j'ai l'honneur de représenter ici devant vous. Donc la métropole Aix-Marseille-Provence est ravie de voir une nouvelle fois les acteurs de la tech réunis à l'occasion du Grand Bain organisé pour cette 7e édition par notre French Tech et qui place cette année l'humain au centre de cette journée. Cela fait 11 ans aujourd'hui que notre territoire est labellisé et c'est d'une belle manière de le fêter. Alors en 2024, la French Tech Aix-Marseille, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Merci en tout cas de votre présence. Et plus de 600 adhérents, 1308 emplois créés, 55 000 abonnés et plus de 330 millions d'euros levés. Et c'est un rendez-vous phare, un événement emblématique, le Grand Bain, aujourd'hui, qui nous fait encore grandir. Avec ses 1800 participants, plus de 500 rendez-vous organisés, 40 startups mises en avant et 66 investisseurs mobilisés. Je crois que dans le contexte actuel, d'avoir autant d'investisseurs mobilisés sur le territoire et aujourd'hui, je pense que c'est un moment important pour les startups pour pouvoir les rencontrer et échanger avec eux. C'est la démonstration éclatante d'un écosystème en pleine vitalité. Quand je vois la qualité des intervenants de cette année, je pense pouvoir affirmer sans prendre de risques que cette nouvelle édition sera, à l'instar des précédentes, un succès. Entrepreneurs, ingénieurs, chercheurs, autant de personnalités et de talents qui nous offrent une approche complète d'un sujet majeur d'aujourd'hui et de demain, la tech et l'humain. Et je vous remercie pour votre présence et par avance pour vos interventions. Cet événement, c'est également l'occasion de saluer le label French Tech. Ce label, c'est la preuve de la solidité d'un projet porté depuis 11 ans, la récompense de l'engagement d'une équipe et le reflet de la richesse exceptionnelle de notre écosystème tech reconnu sur la scène internationale. C'est aussi une communauté mondiale, présente en Asie, aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. Et la métropole se tiendra à vos côtés pour écrire avec vous une nouvelle page de cette réussite collective. Alors la French Tech avec Marseille, ce n'est pas seulement un réseau, c'est un accélérateur de transition, un créateur d'emplois, on l'a vu, un fédérateur d'énergie et un rayonnement international au service de notre territoire. Je ne peux pas conclure sans remercier la présidente sortante de la French Tech, Julie Davico-Pahin, qui a brillamment œuvré pendant 3 belles années pour permettre à la French Tech de prendre une nouvelle dimension, comme en témoigne l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Et bien évidemment, je salue l'arrivée de 2 coprésidents, Émilie Marcandal et Sébastien Demecq, engagés depuis plusieurs années dans l'aventure de la French Tech, ici présents. Merci du travail en tout cas et de cette belle journée. Je suis convaincu que ce duo va ouvrir pour la French Tech Aix-Marseille de nouvelles perspectives ambitieuses, car à l'image de son ADN, on est toujours plus fort à plusieurs, et cela a été rappelé tout à l'heure au déjeuner pour ceux qui étaient. Je vous remercie et vous souhaite une très belle journée d'échange à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mercier. Et à présent, j'accueille sur la scène Monsieur le maire, Benoît Payan. Bonjour. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir dans ce merveilleux écrin qui est le Palais du Pharaon. Tout le monde nous l'envie, cette vue sur Marseille.
Donc aujourd'hui, on va parler d'humain et de votre vision aussi par rapport à Marseille. Marseille, on l'aime tous ici. Notre territoire, il est très important pour nous. Et notre but, c'est d'essayer de faire valoir ce territoire auprès de tous. Et selon vous, comment on peut faire en sorte que Marseille ait un rôle principal à jouer en tant que capitale de la tech? Il y a plein de questions dans la question. Je vais Toujours. essayer d'aller vite. Parce qu'en fait, le sujet que vous abordez aujourd'hui, il est économique, il est social, il est éthique. Et la question de la place de Marseille ou de cette grande ville dans cette grande affaire de la remise de l'humain au cœur de cette machine productive est quelque chose d'essentiel. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais simplement vous donner un petit exemple de ce qui est en train de se faire à Marseille, comme dans quelques endroits du monde, mais particulièrement à Marseille. Il y a quelques mois, je suis allé visiter dans le 3e arrondissement avec Cyril Zimmerman, l'école TUMO, que probablement beaucoup ici connaissent, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, qui part du principe qu'on prend des petits et sur la base du volontariat, on les fait venir le mercredi, l'après-midi ou le week-end, et on les habitue à comprendre par eux-mêmes ce qu'est une machine. Et ils choisissent par eux-mêmes leur emploi du temps, ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils ne vont pas aimer. Certains vont faire de la création, certains vont faire du codage, certains vont essayer de fabriquer des animations. Puis je suis allé voir TUMO à Erevan. Là, c'est la Silicon Valley pour ceux qui l'ont déjà fait. À chaque fois qu'on rencontre un de ces petits, on se rend compte que sa compréhension et son apprentissage du numérique est dominé par sa propre volonté et qu'il ne subit pas l'affaire, mais il la maîtrise. Et en termes d'éthique et de compréhension de valeurs qui doivent être, et on voit, sans entrer dans la politique de ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait le sujet, on voit une forme de basculement qui est en train de s'opérer, notamment dans l'ouest des États-Unis. On voit bien que, pris très jeune, la question de la conscience de ce qu'on fait est quelque chose de formidable. Tous les petits, et là c'est des petits de quartiers prioritaires, tous les petits ont de meilleurs résultats à l'école. Et ça, c'est 97% des enfants ont de l'assiduité à l'école, de meilleurs résultats, une envie d'apprendre et une forme d'autonomisation. Grâce au choix. Grâce à une méthode pédagogique qui est complètement nouvelle parce qu'elle leur ouvre des perspectives, des choix et des outils qu'ils n'ont pas forcément et qu'ils apprennent eux-mêmes à créer. Et on voit d'ailleurs très bien que dans les écoles TUMO qui sont plus anciennes que celles de Marseille, on a déjà des jeunes qui ont créé leur start-up ou qui sont passés dans de grands groupes et qui sont extrêmement performants. Quand je dis performants, c'est qu'ils ont une capacité à créer absolument exemplaire, mais ils sont aussi éthiquement très performants. C'est-à-dire qu'on a des petits d'origine arménienne qui arrivent chez Google, qui n'ont pas du tout eu le même apprentissage que ce qu'on peut avoir à Columbia ou que ce qu'on peut avoir à Berkeley, qui sont de très beaux apprentissages. Pour y être allé, je peux vous dire que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais il y a eu une forme très forte de confiance en soi qui est passée par ça. Et à Marseille, c'est quelque chose qui existe, qu'on va continuer et qu'on doit continuer. Donc cette question, en vérité, la question que vous vous posez, elle est fondamentale parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous dit que quelle que soit la taille de l'entreprise, et quand je prends mes artisans labellisés Marseille jusqu'au top 20 en passant par ce que vous faites, la question de la ressource, on sait très bien que les ressources telles qu'on les a aujourd'hui, telles qu'elles sont extraites de la planète, elles vont disparaître. C'est l'ordre des choses, c'est immuable. Et donc la question de comment est-ce qu'on recycle les ressources, comment est-ce qu'on refabrique, comment est-ce qu'on reproduit de la richesse sans s'abîmer, sans abîmer l'humain et sans une forme de prédation est extrêmement importante. Eh bien, ça s'apprend très vite, très tôt. Et je souhaite que Marseille soit vraiment au cœur et au centre de cette affaire-là. Elle n'est pas juste sur une rive de la Méditerranée, elle doit être le cœur de la Méditerranée et en pointe sur ces questions-là. Et ça, c'est aussi, en tout cas moi, c'est ma vision des choses, je considère que le rôle des chefs d'entreprise qui sont ici, ou des créateurs qui sont ici, ou des collaborateurs qui sont ici, il est majeur et essentiel. Majeur et essentiel. Et évidemment, vous trouverez, et on le voit, je suis en train de dépasser le temps et vous avez posé qu'une question, mais je vais vite. On le voit, en fait, sans vous, ça ne marche pas.
Je ne suis pas pour une économie communiste. Il ne peut pas y avoir d'économie dirigée. Sans vous, ça ne fonctionne pas. Si vous ne me donnez pas les idées, si vous ne m'impulsez pas le chemin, ça ne marche pas. C'est comme une équipe de football. Ça ne fonctionne pas parce qu'on a décidé que la feuille de match était bonne ou parce qu'on a décidé de prendre les meilleurs. Les meilleurs, il faut les faire fonctionner ensemble. Pour les faire fonctionner ensemble, on a besoin d'un collectif. On a aussi besoin d'imaginer tout ça. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais poser juste une petite dernière question. Allez-y. Comment l'innovation inclusive et durable, pour vous, peut être un levier pour favoriser la différenciation de Marseille ? D'abord, on a une situation géopolitique et géographique qui est juste exceptionnelle. Il faut imaginer ce qu'auraient pu faire les États-Unis, l'Allemagne ou d'autres pays s'ils avaient eu une ville comme Marseille. Comment est-ce qu'elle aurait été développée? Comment est-ce qu'elle aurait été pensée par ceux qui créent l'économie, qui créent la richesse ou qui créent l'aménagement du territoire? On a une ville qui est un point cardinal de tous les échanges philosophiques, commerciaux, environnementaux et humains depuis 25, 26, 27 siècles. Et donc notre situation géographique étant ça, et géopolitique étant ça, extraordinaire. Et la question de l'investissement du pays. Et c'est pour ça que on n'a pas le temps de développer cette question-là, mais je crois que la France a un rôle très important à jouer. Quand on voit le basculement des États-Unis dans quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, je crois que la question de planter le drapeau du développement et de l'éthique ici à Marseille, ou en France, ou en tout cas sur le continent européen, est importante. Pourquoi Marseille? D'abord, on a, nous ici, le passage, avec les câbles sous-marins, de notre souveraineté numérique. Mais pas que de la souveraineté numérique de Marseille, évidemment, ni que de la souveraineté numérique de la France. C'est la souveraineté numérique de l'Europe qui passe par Marseille. Et donc tu as ces câbles qui font que 3 continents sont reliés par Marseille. Et donc on doit absolument, avec les data centers, avec les câbles, penser et repenser ça en se disant, de là où on doit rayonner sur non seulement tout le pourtour de la Méditerranée, mais on doit aussi faire... Il faut postuler, en fait. Il faut faire du postulat. Il faut faire du plaidoyer de Marseille. Et donc, ça doit devenir une grande capitale. C'est une ville qui accueille des gens comme elle n'en a jamais accueilli. C'est une ville qui voit... On l'a vu cet été, on est dans cette région et dans cette ville... On a réussi quelque chose qui n'existait plus depuis le Covid. C'est-à-dire qu'on est capable, naturellement, de par notre position, de par notre histoire, d'attirer. Et donc, c'est quelque chose que vous devez penser, mais vous devez aussi nous aider. Moi, je ferai ce que je peux, évidemment, de là où je suis, mais c'est vous qui avez une partie du sort et du destin de cette ville et de ce territoire. Évidemment, en créant des richesses, évidemment, en continuant de travailler ensemble, mais en inventant, en fait. Et en étant bienveillant et en essayant de réfléchir à la question de l'éthique. Parce que c'est ce qui, en termes y compris de business et de développement économique, fera la différence dans les 3, 4, 5 ans. Nous allons voir une bascule qui va s'opérer parce que les gens vont consommer, penser autour de la question de l'éthique et de là où on se trouve. Et je pense que le secret réside là-dedans. Si je travaillais dans une de vos entreprises, je ne sais pas ce que je pourrais y faire, peut-être du conseil. Mais en tout cas, je dirais à mon boss, essayez de penser à ça, parce que prendre des longueurs d'avance sur cette question-là, et on est sûr de dépasser les autres, et en tout cas, on est sûr de montrer la voie. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci pour votre présence ici. Je vais désormais appeler sur scène Julie Higuet, la directrice générale de la mission French Tech, qui arrive tout droit de Paris, et Paul Lay, le CEO de La Belle Vie. Je vous laisse prendre place sur le canapé. Merci beaucoup à tous les deux de nous faire l'honneur de venir. On est ravis de vous avoir à Marseille. Merci pour l'invitation, ravis d'être là aussi. Et bonjour à toutes et à tous. Donc je vais commencer par toi, Julie. Julie, on l'entend beaucoup ces derniers temps dans un contexte actuel très incertain. Les entrepreneurs ont besoin de stabilité
Et comment la mission French Tech peut être cette boussole pour nous, entrepreneurs? C'est une bonne question. Déjà, j'ai peut-être rappelé ce qu'est la mission French Tech. Bien sûr. C'est l'organisation publique qui a un seul but, c'est d'accompagner les entrepreneurs de la tech à devenir des leaders. Donc, on est rattaché à la Direction générale des entreprises à Bercy. Et pour accompagner les entrepreneurs et être à leur côté, eh bien, on crée et on déploie des programmes. Donc, ça peut être des programmes d'accompagnement comme le Next 40-120 que vous devez connaître, ou encore le French Tech 2030. Ça va être des programmes aussi pour accompagner les entrepreneurs dans leurs enjeux principaux. Donc, savoir, par exemple, faire du business avec Je choisis la French Tech, de l'inclusion avec Tremplin. Et donc, tous vos enjeux, on essaye d'y répondre, de s'assurer que s'il y a un trou dans la raquette, on va pouvoir lancer une dynamique et être à vos côtés. Et donc, comment la mission French Tech est une boussole? Simplement en gardant le contact avec vous. Donc, ça passe évidemment par les formidables communautés comme on a ici à Aix-Marseille, un réseau de 1400 entrepreneurs partout dans le monde. Je crois que ça a été dit, mais c'est 48 communautés en France, 66 à l'international, pour prendre le pouls, pour faire le lien entre vos besoins et pouvoir les faire remonter à l'État ou à l'ensemble de l'écosystème qu'on anime et apporter des solutions surtout concrètes. Et aujourd'hui, je pense que les chiffres montrent que la French Tech, elle est au rendez-vous. Alors oui, on est dans une période d'incertitude, mais je crois que les entrepreneurs déjà n'ont pas attendu les conditions parfaites ni pour entreprendre ni pour innover. Vous en êtes la preuve ici dans cette salle. Et puis, les chiffres montrent que la French Tech elle a atteint un certain stade de maturité qui lui permet de faire face aussi à la période un peu particulière qu'on rencontre. Donc, quand je regarde le programme, par exemple, French Tech Next 40-120, on a des entreprises qui sont matures. On a 44% d'entreprises qui sont rentables dans le programme. On a des entreprises qui continuent à lever des fonds. Je crois que la levée de fonds record de Mistral la semaine dernière en est la preuve. C'est la preuve de quoi? C'est la preuve qu'une tech française est possible, une tech européenne est possible, qu'on a un marché et qu'on doit continuer à se battre pour être sur les 3 premières marches du podium. Tout à l'heure, Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI, disait dans son discours à midi, nous, ce qu'on veut à Marseille, c'est avoir nos licornes. Donc ces fameux géants, je pense que sans parler de licornes et de valorisation, c'est avant tout des leaders de la tech qu'on a envie de voir émerger. Je crois que vous allez les avoir. D'ailleurs, vous êtes plutôt bien placés. On a dans nos programmes des entreprises de la région. Donc, il y a Gravity, je crois, qui a annoncé une levée assez record aussi de 60 millions récemment. Évidemment, GoJob et plein d'autres. Donc, c'est ça aujourd'hui la French Tech. Donc, je pense qu'il faut en être fier et que malgré la période qu'on rencontre, c'est important de se dire et de valoriser en fait qu'aujourd'hui, on a une French Tech qui est mature. On a des entreprises qui sont déjà leaders en France, en Europe ou à l'international. Et donc, il faut continuer à être à vos côtés, évidemment, mais je pense qu'on est plutôt bien parti et on peut être fier. D'ailleurs, premier écosystème par Dealroom. Voilà, il fait toujours bon entreprendre en France. Merci beaucoup, Julie. Tu le sais, ici, sur notre territoire, on aime bien le concret. Tu en as parlé également. Concrètement, quelles sont les actions de la rentrée pour la mission French Tech ? Alors, il y a énormément d'enjeux. De toute façon, le premier, ça reste évidemment vous accompagner dans le développement de vos business. On sait que dans ces périodes où les levées de fonds sont plus exigeantes, où les entreprises recherchent beaucoup plus vite la rentabilité, il faut vous ouvrir un maximum de marchés. Donc, ça passe par l'accompagnement, donc notamment avec le programme Je choisis la French Tech, l'accompagnement, l'ouverture des marchés privés. Donc, on rapproche les grands groupes un maximum des startups. Comment? Par une transformation culturelle, une transformation structurelle aussi. On apprend à travailler avec eux, on a des groupes de travail, ils ouvrent leur marché. Donc aujourd'hui, on a des grands groupes qui se sont engagés, on en a 11 qui sont engagés à hauteur de plus d'1 milliard d'euros de dépenses donc cette année auprès des startups françaises. On a des mises en relation qui sont effectuées, comme aujourd'hui, je crois d'ailleurs, avec des entreprises qui viennent découvrir vos solutions technologiques, et ça partout en France. Donc ce programme, il est très important, et il est très important aussi sur le volet public. On sait qu'on a un levier d'action pour les entreprises françaises qui est cette fameuse commande publique, et donc on veut continuer à travailler là-dessus, notamment sur cette deuxième partie de l'année 2025. Donc ça, c'est essentiel. Est-ce que notre thème Human After All te fait réfléchir? Parce qu'on connaît tous le programme Oser l'IA de la French Tech. Est-ce que l'IA, c'est l'avenir de la French Tech selon toi?
Alors l'IA, c'est une véritable révolution, on ne peut pas la nier. Elle touche tous les secteurs, elle touche toutes les entreprises de la tech, toutes les entreprises qui ne sont pas des entreprises de la tech et qui ont besoin de prendre ce virage, cette transformation. Et alors évidemment que l'humain, ça fait réfléchir parce que dans la course à l'IA, ce qui compte avant tout, c'est pas les levées de fonds, c'est les talents. Et je crois qu'on a énormément de chance en France parce que des talents en IA, on en a énormément. On a parmi les meilleurs chercheurs mondiaux. On a des écoles, on a le président lui-même qui s'est engagé à former plus de 100 000 personnes par an sur l'intelligence artificielle. On a 9 clusters qui ont été inaugurés partout en France. Donc on a une véritable force et cette force, les startups s'en sont bien emparées puisqu'elles arrivent à faire de la rétention de ces talents. Donc on arrive dans nos meilleures startups françaises à avoir ces talents et donc à développer parmi les meilleures solutions en termes d'intelligence artificielle. Donc oui, c'est important. Et après, effectivement, l'autre volet, ça va être de travailler sur ces adoptions de ces solutions. Et donc le plan Osélia en fait partie. Et donc on a la chance d'avoir toutes les capitales et communautés qui se sont structurées pour accompagner les entreprises dans les territoires, les PME, les TPE, les ETI, à mieux comprendre les enjeux de l'IA, à découvrir des solutions implémentables facilement au travers de ce plan. Et puis au travers aussi de Je choisis la French Tech, où on travaille toujours cette notion d'adoption. Merci beaucoup Julie. Julie l'a dit, la capacité à entreprendre, c'est vraiment une résilience et de se dire on va innover malgré les obstacles. Je pense que Paul, tu es un exemple de cette résilience. Et donc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif de ce que tu as fait au sein de La Belle Vie? Et après, j'ai une petite question, c'est si tu devais relancer La Belle Vie aujourd'hui en 2025, qu'est-ce que tu changerais? Déjà La Belle Vie, pardon. C'est une entreprise qui livre les courses à domicile sur Paris et Île-de-France depuis 10 ans. Sur la livraison de courses, on a vu beaucoup de gens venir sur notre marché qui ont levé parfois des dizaines de milliards d'euros. Mais on est encore là et ils ne sont plus là. Aujourd'hui, on est leader de notre segment. C'est une entreprise aujourd'hui qui fait 600 personnes et j'espère cette année enfin dépasser les 100 millions de chiffre d'affaires. En tout cas, on est très presque. Merci. Merci Catherine. Voilà ce que l'on fait. On a aussi repris notre confrère Frishti qui a commencé comme nous il y a 10 ans et qui a malheureusement dû faire face à des difficultés. Donc on est très fiers d'avoir repris cette jolie marque. Et aujourd'hui, donc, je dirige 2 marques qui sont labellevie.com et Frishti. On a levé un peu plus de 30 millions de fonds avec des fonds internationaux, les Flame par exemple. Et on n'a pas levé depuis 2021 et on fait partie des 44% des startups qui sont aujourd'hui rentables. Donc ça, on est plutôt content puisque sur notre secteur de la food tech et de la food tech delivery, je crois qu'on fait partie des tout premiers Européens à l'avoir fait. Donc on est plutôt content de ça. Et donc voilà, c'était pour La Belle Vie. Et si je devais relancer La Belle Vie en 2025, qu'est-ce que je changerais ? Je pense que je fais partie des gens qui ne changeraient pas grand-chose, qui assument complètement les erreurs, puisque les erreurs font partie de l'apprentissage. Mais si on insiste sur le fait que je devais vraiment changer quelque chose, je lèverais encore plus d'argent, puisque j'ai refusé de lever de l'argent à un moment. Et en ce moment, on traverse des crises. Et vaut mieux avoir les comptes pleins pour avoir encore plus d'armes pour affronter ce marché. Voilà. Merci. Tu vas venir bientôt sur le territoire marseillais ? On a déjà eu l'occasion. Mais j'espère, oui. En tout cas, on va venir sur le territoire marseillais un peu plus vite que prévu. Je ne sais pas quand, mais en tout cas avec une marque qui s'appelle Frishti et non pas La Belle Vie. Voilà. Super. C'est un scoop. Ah bah ouais, trop bien. Voilà. On adore les scoops au grand bain. Tu es aussi ambassadeur du programme French Tech Tremplin. Quelles sont pour toi les clés en termes d'inclusion et de diversité qui font partie de ton ADN dont tu pourrais parler aujourd'hui ? Oui, évidemment, je fais partie je suis donc le parrain de la French Tech aujourd'hui, French Tech Tremplin. Je suis aussi au board de Diversity Days, qui est une association qui promeut la diversité dans la tech. Donc ça, je suis très engagé dans ces mouvements-là. Qu'est-ce que je fais pour regarder une entreprise inclusive ? En fait, j'essaye qu'elle ressemble un peu plus à la France que je vois tous les jours.
Voilà, j'ai cette chance-là d'avoir grandi en banlieue et de n'avoir pas connu les grands diplômes. Moi, j'ai découvert HEC, j'étais déjà bac+5, j'ai l'école de commerce, je fais c'est quoi ça HEC? Et donc du coup, j'ai pas ces filtres-là à l'embauche. Et l'entreprise aujourd'hui qu'on dirige avec mon associé nous ressemble, puisqu'on fait l'ascenseur social marche vraiment chez nous. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'origine, de nationalité. On a plus de 30 nationalités dans l'entreprise. C'est vraiment une question d'envie et de compétences. Et ça, j'ai la chance d'avoir grandi dans ce milieu-là, et c'est quelque chose que je ressens. Donc c'est très difficile à décrire, mais en tout cas, j'ai cette capacité à sentir les gens qu'on a vraiment envie et qui ont cette petite étincelle dans les yeux. Et ça, c'est ce que je recherche tout le temps. Voilà. Merci, c'est super inspirant. Je trouve que quelquefois dans l'entrepreneuriat, on cherche des rôles modèles et c'est sympa de voir que toi, tu le fais au quotidien. Si tu avais un appel à lancer aux entrepreneurs dans la salle, mais également aux collaborateurs, quel appel tu pourrais leur faire ? Alors, s'il y a des futurs entrepreneurs, lancez-vous, parce que même si on est en période de crise, c'est tout le temps la crise, notre métier. Donc, n'ayez pas peur de ça. Au contraire, ça va vous forger et vous allez avoir le cuir un peu plus dur. Et si je devais faire un appel vers la diversité, c'est de plutôt vous écouter vous et ce que vous voyez, et n'écoutez pas les gens et le bruit qu'il y a autour de vous. Voilà. Et faites confiance. Merci mille fois. Merci beaucoup à Julie et Paul d'avoir ouvert ce grand bain. On est ravis de vous avoir. Et encore merci pour ce scoop. J'espère que je ne te l'ai pas trop dit. Non, j'ai pas dit quand. Mais ça arrivera. Non, mais c'est chouette vraiment. Et on serait ravis d'accueillir une entreprise comme la tienne sur le territoire. Mille merci à tous les deux. Merci. À vous. Vous le savez, je pense que tout le monde rêve d'avoir son nom dans un grand journal, notamment dans les Échos. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir la journaliste qui fait le baromètre au niveau des startups. Donc je pense que tous les entrepreneurs ici rêvent d'avoir un papier signé par Charlie Perrault. Et nous, on a l'honneur de l'avoir aujourd'hui au Grand Bain. Charlie, je t'attends. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être là. C'est pour la seconde année en plus. L'année dernière, j'étais venue en tant que speaker, je me souviens. On m'avait posé des questions, ce que j'aime pas trop. Donc là, je suis revenue cette année, mais c'est moi qui pose les questions. Merci de nous faire l'honneur d'être là une deuxième fois. On adore, vraiment, merci beaucoup. Bon, moi, j'avais une toute petite question pour toi, donc j'ose ou pas? Si tu n'aimes pas répondre aux questions, je peux? Donc en fait, on entend beaucoup, moi j'écoute beaucoup de podcasts, on entend beaucoup les entrepreneurs qui disent non mais nous dans notre entreprise c'est l'humain d'abord. Et Charlie, je voulais savoir dans les coulisses, selon toi, est-ce qu'une fois passé cette première approche avec les entrepreneurs, est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est l'humain qui prime ou est-ce que c'est seulement un vernis? Oh là là, ça va dépendre beaucoup des entrepreneurs et des entrepreneuses. Parce que moi, quand je leur parle, des fois, je leur parle qu'une fois en 5 ans. Des fois, je vais leur parler 3 fois. Ça va dépendre de l'actualité. Donc, il y en a que je vais connaître plus que d'autres. Mais au final, on va s'en rendre compte. Tout se sait. C'est tellement un tout petit écosystème. C'est à peu près 15 000 startups en France, voilà, selon la police. Et voilà, tu le sais au début tu finis par savoir si quelqu'un n'est pas, entre guillemets, ce que j'appelle une bonne personne, parce que ça, voilà, tu vas le savoir par d'autres startups, par des investisseurs. Donc voilà, c'est toujours très difficile parce qu'il y a toujours un gros storytelling qui est fait par les entrepreneurs, qui peut être utile aussi. Mais voilà, il ne faut pas oublier peut-être aussi cette couche, tu parles, ce vernis qui est aussi présent chez les investisseurs. Hein. C'est aussi des gens voilà, qui ne sont pas forcément tous très tendres et que quand j'en parle beaucoup aux entrepreneurs, j'ai fait très attention aussi parce que pareil, ça se sait au fur et à mesure, ce sont des bons VC ou pas? Merci. Allez, et moi, je te pose une petite question aussi, Émilie, toi qui es dans la santé. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que la technologie, il y a
ne pourra jamais résoudre? Est-ce que voilà, il faudra toujours la relation humaine dans un ou deux cas précis? Merci pour cette question. En effet, donc, au sein de Rofim, on a créé une plateforme de télémédecine. Et l'idée, c'est pas de se substituer à l'humain, c'est de favoriser et de faire en sorte que l'humain puisse passer plus de temps auprès du patient. Et donc, en fait, selon moi, dans la santé, la tech, elle permet d'aller plus vite, d'avoir une médecine personnalisée et prédictive, mais en aucun cas, elle doit se substituer à l'humain, parce qu'en fait, chaque personne est différente, et surtout, il faut vraiment écouter la voix du patient. En fait, le patient est acteur de sa santé, c'est lui qui le sait, même s'il a un symptôme, et en fait, si le symptôme, l'IA va dire c'est ça, en fait, peut-être que ce n'est pas ça chez cette personne. Donc, pour moi, la tech, elle sert à gagner du temps. On a besoin de gagner du temps dans le diagnostic, mais en fait, l'humain reste là, et on en a besoin, c'est primordial. Bien, écoute, merci beaucoup, Émilie, d'avoir fait un peu aussi le job avant. Je sais que c'est pas facile. Merci à toi, Merci. et je suis ravie de te laisser le flambeau pour notre scène. Eh bien, Merci beaucoup et bonne journée. merci. Eh bien, je suis ravie d'accueillir maintenant sur scène, on va l'appeler, je ne sais même pas, elle a fait beaucoup de choses, de toute façon, on va en parler. Catherine Barba, c'est à toi de venir. Alors Catherine, vous l'êtes debout. J'aime bien. Parce qu'elle est ultra dynamique, vous allez voir. Alors elle va peut-être à un moment vous demander d'ailleurs des fois de lever la main. Attention, voilà. vous allez travailler. Ouais, ouais. Hein. Non, vous êtes prêts? Non, parfois après le déjeuner, on est là. Merci beaucoup d'être venue, Catherine, aujourd'hui. Tu es un peu... Tu es dans la tech depuis super longtemps. Moi, j'ai noté 1996. Tu as fait tellement de choses. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qui a le plus changé en 30 ans dans la tech selon toi? En plus, tu as été aux US, donc tu as un super vue. Et merci de me rappeler que je suis jeune depuis longtemps. Toujours sympa. 35 ans, c'est fou. Non, mais attends, ça va faire 30 ans, vous imaginez. Qu'est-ce qui a changé? Déjà, vous n'étiez pas là, c'était moins bien. Non, enfin, peut-être que parmi vous, il y en avait qui étaient là. Qui était là? Tu avais raison. En 96. Non, mais levez la main, les jeunes depuis longtemps comme moi. J'aimerais bien qu'on vous applaudisse parce que vous êtes toujours là. Non, mais c'est bien de durer. C'est important. Il n'y a que les choses qui durent qui ont de la valeur. Bon, vous n'étiez pas là. Sinon, il y avait des sujets qui n'étaient pas du tout dans le scope. Par exemple, tous les sujets autour de la décarbonation, la RSE. On avait l'impression que les ressources étaient illimitées. Les femmes aussi, hein, on en a parlé tout à l'heure, ça a été abordé. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas de start-up, il n'y avait pas de levée de fonds, il n'y avait pas de femmes. Mais ça ne m'a pas empêché de creuser mon sillon. Ça m'a invité à inventer mon propre chemin. Donc, c'est pas grave. Ça serait bien que ce soit mieux, mais ce n'est pas grave. Les États-Unis étaient vraiment le modèle absolu. Ils nous envoyaient des signaux du futur et nous, on les captait comme ça. Bon, aujourd'hui, on le voit. Hein. On n'a pas grand-chose à leur envier. Au contraire, Julie le disait, je trouve qu'on est pas mal. Qu'est-ce qui a changé aussi? Il y a peut-être le fait que... l'IA est partout, ça c'est sûr, c'est la nouvelle frontière. Non, c'est plus facile qu'avant de créer une boîte dans la tech, mais c'est tout aussi dur de scaler. Parce que vous le savez, hein, c'est l'exécution qui compte et ça, c'est toujours aussi difficile, bien sûr. Et puis, ça a été mentionné aussi, et ça reboucle avec le sujet du jour, l'humain. C'est super dur de trouver des ressources. Des bonnes ressources, de trouver les bons techs, de trouver les bons vendeurs, de trouver les bons marketeurs. D'ailleurs, on en cherche, hein, si vous êtes par là dans la salle et que vous connaissez des gens qui sont super bons dans le marketing digital ou difficile. Mais il y a une chose qu'on n'a pas comprise peut-être, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement le statut qui compte, ce n'est pas d'avoir quelqu'un en CDI, c'est la compétence. Donc allons chercher les compétences, mais c'est peut-être un peu plus tendu. Bon, il y a plein d'autres choses, mais c'est ce que j'avais envie de souligner. Alors la thématique aujourd'hui, c'est beaucoup l'humain. Alors on dit, moi quand on me dit ça, des fois ça fait un peu tarte à la crème, l'humain, la tech, un peu bullshit. Mais qu'est-ce qui, selon toi, une start-up, une boîte dans la tech globalement, elle doit pas négliger justement d'un côté, sur le côté vraiment humain? Alors j'ai un peu réfléchi à ce sujet et j'ai envie de vous parler de vous en fait. Je me dis, ce qui fait que votre boîte va marcher les uns les autres, qu'elle soit en gestation ou qu'elle soit déjà un peu installée, ça tient effectivement, évidemment, à votre offre, hein, le produit, mais l'humain. Et je vais vous donner On a travaillé avec des chercheurs en neurosciences avant de lancer Envie, ma 4e boîte, et j'ai analysé avec eux 50 grands entrepreneurs que vous connaissez très bien.
Et je leur ai demandé aux chercheurs, à tous ces neuroscientistes, dites-moi humainement, qu'est-ce qui fait la différence chez tous ces gens-là? Et après ma question, puisque moi j'ai une école d'entrepreneuriat et de vente, qu'est-ce qui peut se transmettre ou pas? Alors je vous inviterai à faire le test, d'accord? Je vais vous dire 4-5 points, et vous allez voir si vous les avez. En tout cas, tous les grands entrepreneurs qu'on connaît, je ne vais pas les citer, ont ça. La première chose qu'ils ont tous, mais sans exception, c'est une énorme motivation. Ce qu'ils font, ce que vous faites au quotidien, c'est le truc, mais même toi, Charlie, t'aimes ton boulot, t'aimes ton métier, t'as une petite boule dans le ventre, t'es aligné, t'as ton cœur, tes tripes, le matin tu te lèves, tu sais que ça va être difficile, mais quoi qu'on te dise, t'y vas. Et ça n'a pas de prix. Donc la première, ça a l'air trivial, hein, mais c'est évidemment la première chose, c'est ta motivation. Dans votre tête, mettez-vous une note de 1 à 10 sur le sujet. La deuxième chose, ce sont vos ressources. Et quand je dis ressources, il y a des ressources intrinsèques et extrinsèques. Les ressources extérieures, c'est évidemment les gens qui t'entourent. Les gens qui t'entourent, et là ça revient à l'humain, hein, les gens qui t'entourent font toute la différence. Alors si vous êtes chez Envie, il y en a quelques-uns dans la salle, je sais. Coucou les amis, merci. Je vous l'ai déjà dit ce matin, moi je m'entoure de 4 types de personnes qui font ma force. Peut-être que vous avez les mêmes. Les premiers sont les gens qui m'aiment. Tu sais la définition d'un ami, hein, c'est quelqu'un qui te connaît bien mais qui t'aime quand même. Voilà, moi j'ai des amis qui m'aiment quand même et qui m'apportent de la force, qui me donnent de la confiance en moi, de l'estime de moi. Ça c'est important. Il y a les gens qui t'inspirent, tu vois. Moi j'aime bien, tu vois, je lis les papiers de Charlie, je lis et je vois des gens, je me dis ça me met un cap, j'aimerais bien faire comme eux. Il y a les gens qui m'apportent des solutions. Je ne sais pas vous, si on était moins nombreux, je vous demanderais, mais des gens qui sont des mentors. Tu vois, c'est important d'avoir des mentors, un board, peu importe le format, mais des gens qui te disent ça, c'est pas bien, c'est nul ce que tu as fait. Mais tu n'es pas nul, c'est ce que tu as fait qui n'est pas bon et qui te font vraiment gagner du temps. Et puis après, il y a les gens qui t'apportent des résultats, tes coéquipiers, les gens avec qui tu vas bosser, tes associés peut-être. Et ça, ces ressources-là, ça a l'air encore une fois trivial, mais c'est tellement important. Puis après, il y a la ressource interne. Et ça, c'est ta confiance. Et la confiance, je ne sais pas, si on était moins nombreux, pareil, j'aimerais bien vous demander les uns les autres, t'en es où sur ton échelle de confiance, là, au moment où je te parle? Et la bonne nouvelle, c'est que même si elle est très, très basse, là, tu as perdu un peu confiance, en fait, ce n'est pas un stock, la confiance, c'est un flux. Et tu vas pouvoir la restaurer à tout moment, notamment par les autres. Donc, en tout cas, les entrepreneurs qui réussissent, ils ont ça. Ils ont les ressources extérieures et intérieures. Et après, ils ont 5 caractéristiques, je ne vais pas les décrire. J'ai écrit un livre, là, d'ailleurs, on pourra se retrouver autour tout à l'heure si vous voulez, mais tout est détaillé dedans. Les 5 caractéristiques, et vous allez penser si vous les avez. La première, c'est la capacité à découvrir. Tu as les yeux grands ouverts sur le marché, tu vois, tu observes les transformations et tu vois s'il y a des besoins. Ça, capacité à découvrir. La capacité à percevoir. Tu sens, tu vois, quand tu parles à quelqu'un, est-ce que ça l'intéresse ou pas du tout, si tu es à côté de la plaque ou pas, cette perception de l'autre, tu vois, qui relève un peu aussi de l'empathie. Il y a ta capacité de résilience, parce que tu sais bien, hein, ça va être dur. Hein. Il le disait Paul tout à l'heure, il faut avoir le cuir dur. Purée, bah oui, la résilience, elle est là. Il faut remonter en selle, parce que des refus, tu en as toute la journée. Tu as la capacité à te remettre en question, qui est super difficile. Ça, je ne sais pas si vous l'avez, mais si vous l'avez, chapeau, parce que c'est vraiment ce que je trouve, moi, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai investi, c'était la chose la moins partagée. Et enfin, pour finir, après la poésie, les mathématiques, ta capacité à être focus résultat. Tout ce que tu fais, il y a un endgame, c'est la croissance, c'est le résultat. Donc ça, c'est ce que les entrepreneurs, donc ça relève de l'humain, tout ce que je viens de te dire là. Hein. Et donc, c'est vraiment ce qui fait la différence. Il y a un dernier truc, et c'est là peut-être que je vais demander à ce que la lumière revienne. C'est ce qui fait que ça marche, c'est que tu crées du lien. Tu fais du business avec les gens que tu connais bien. En fait, plus tu te connais, plus tu fais bien de business. Hein, Thibaut? Et en fait, ce que je voudrais vous proposer, c'est, je ne sais pas si vous connaissez votre voisin de droite ou de gauche, mais c'est peut-être l'occasion de vous présenter en 30 secondes, parce que peut-être que vous allez faire du business tout à l'heure, vous allez voir que vous avez la même cible, peut-être que vous avez un objectif commun. Est-ce que vous pouvez faire ça? Juste 30 secondes, mais parce que c'est important, tu vois. Plus tu te connais, plus tu fais de business, plus tu fais grandir ta boîte. Allez, juste, chacun se présente 30 secondes, c'est pas long. Si vous vous connaissez, vous retournez vers quelqu'un d'autre. Oh, le bazar. J'adore mettre le bazar. J'avais dit, je surveille. Non, vous restez pas seul, hein, c'est pas bien ça. Thibaut, regarde, il y a des messieurs tout seuls. Il faut se connaître. Peut-être que tu vas les rappeler à l'ordre. Les rappeler. Hop. Sur la vente, oui. Comme ça. Oh non, 7 remords, on a encore un peu de temps, mais moi, je vais leur refaire un petit truc de vente. Oui. C'est important, c'est mon sujet. Hein. Ouais. 7 heures. Je vais arrêter à 7 à 7 pile. Ouais, on fait
Et voilà, merci Catherine. C'est moi qui dois remettre de l'ordre maintenant. Vous allez continuer après, vous allez voir. Tu vois. Il y a des opportunités de business partout dans cette salle. Voilà. C'était un peu J'attends des prévisible. triplés. Non. Voilà. Pas mal. Non, mais attendez, on a Non, une dernière on a une chose dernière très petite importante à vous question. dire. Dernière petite question quand même, Catherine. Allez, une dernière Toi- question. Toi qui es très... maintenant que tu disais, tu es dans la vente. La vente, bon. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, ça change vraiment la vente ou pas? Est-ce qu'il y aura toujours cette part et comment tu vois ça d'ailleurs évoluer? Ouais. Moi, c'est marrant parce qu'après 25 ans dans la tech, je suis passée du côté de la formation et de la vente. J'ai vu la lumière. Tu vois. J'ai découvert qu'on était, comme disait Julie tout à l'heure, très fort en France. De plus en plus de levées de fonds, à faire des belles levées. Mais moi, je me suis dit, c'est bien de lever des fonds, mais c'est encore mieux de lever des clients. Il ne faut pas oublier l'essentiel quand même, les amis. C'est qu'il faut aller chercher des clients avec les dents. Et donc, c'est pour ça que j'ai cofondé une école de vente, il y a bientôt 3 ans, pour les entrepreneurs, pour aller chercher de la croissance. Et donc, effectivement, tu disais, est-ce que l'IA, ça change? Moi, je pense qu'avant de se demander si l'IA va changer ma façon de vendre, il faut déjà se mettre dans un mindset de vendeur. Et se rappeler, pardon, je vous rappelle ça, mais c'est vraiment, moi, j'ai ça dans les tripes et je me sens à ma place, c'est de dire qu'aujourd'hui, vous avez 2 métiers. Vous avez votre métier d'entrepreneur, ce que vous savez faire, ce que vous vendez, ce que vous développez, vous devez le faire mieux que quiconque. Hein. Et les gens que tu interviews et qui font des succès, c'est parce que ce qu'ils vendent, c'est très très bon. Mais ils ont aussi conscience que leur deuxième métier, c'est d'être vendeur. Et au début de ton aventure entrepreneuriale, c'est toi le vendeur, c'est toi la vendeuse. Et c'est quoi être un bon vendeur avant même d'aller chercher l'IA, quand même, hein. C'est d'abord être sûr que tu as une cible qui a de l'argent. C'est bien ça, hein. Demandez-vous quand même. Une cible qui a de l'argent, une cible qui a un vrai besoin. Tu réponds à un besoin. Une boîte qui marche, c'est une boîte qui répond mieux que les autres aux besoins de ses clients. À quel besoin vital tu réponds? Sinon, ça va être long, ton cycle de vente. Hein. Et est-ce que ton offre... J'aurais bien aimé demander ça à Paul, parce que c'est comme ça qu'il a duré et qu'il a grandi. Mais est-ce que ton offre, elle est distinctive? Qu'est-ce que tu as de singulier? Qu'est-ce que tu as d'unique? Tu vois, que je ne vais pas trouver ailleurs. Pourquoi les gens vont avoir envie de donner leur argent à toi et pas à un autre? Ou une autre, tu vois. Donc, et puis après, c'est ton modèle économique. C'est la récurrence qu'il faut aller chercher. Comment je vais chercher de la récurrence? C'est épuisant d'aller chercher des clients. Donc, si j'arrive à trouver un abonnement, si j'arrive à retrouver de la récurrence, génial. Et si vous avez ça, je pense que ça peut mieux marcher. Tu vois. Et une fois qu'il y a ce socle, alors tu peux te demander comment je peux aller chercher des clients, comment je peux aller accélérer. Et là, évidemment, hein, il n'y a pas de secret, il faut avoir des bons outils, il faut aller faire du réseau comme personne, sortir pour s'en sortir, actionner son réseau, demander des mises en relation sans cesse. Puis il faut prospecter, en dur, on n'aime pas ça, mais ça marche bien. Et sur tout ça, sur ta veille, sur ta prospection, sur tes réponses aux messages, bien sûr, l'IA peut être là. Et si tu fais ça, avec cette rage, il faut y aller, quoi. Faut se souvenir que c'est difficile, mais c'est ton deuxième métier. Tu remets la vente au milieu du village. Bien sûr, après, si tu lèves de l'argent, tu es plus tranquille. On peut souffler, mais n'oubliez pas ça. C'est vraiment important. Sinon, on a vu plein d'exemples. Moi, dans 30 ans, j'ai vu des tonnes de boîtes foirées, et parce qu'elles n'avaient peut-être pas mis la vente au cœur. Tu vois. On en avait parlé des entreprises qui ne marchaient pas, tu te rappelles? Mais on pourrait peut-être en parler un peu, non? Tu te rappelles? Tu veux donner des exemples, c'est ça? De boîtes qui ne marchent pas? Je sais pas. Non, tu as vu des super boîtes tech et tu te dis... Toi, par exemple, une boîte dont on finit par l'échec, non, c'est bien. Non, mais parce que soit tu échoues, soit tu réussis, soit tu apprends, hein, c'est ce qu'on dit. Il y a plein de boîtes qui ont appris. Hein. Moi, j'ai appris aussi beaucoup. Hein. Non, mais des boîtes qui ne marchaient pas. Non, une qui te vient en tête, là, non, t'en as pas une comme ça? Non, mais moi, j'en ai plein. Mais moi aussi, attends. Pour les plus vieux d'entre nous, dans les années 2000, il y avait Boo.com. Alors, Boo.com, c'était une boîte, mais qui avait fait un énorme carton. C'était une boîte de fringues en ligne. Tu pouvais faire des essayages virtuels, papa-maman, avant l'heure, mais c'était trop tôt. L'enseignement, c'est qu'il faut avoir un time to market. Je veux dire, avant l'heure, c'est pas l'heure. Il faut être sûr d'avoir un bon momentum. Donc, il y avait Boo. Second Life. Second Life, vous vous rappelez pas, c'était l'ancêtre des métaverses. Alors là, pareil, c'était super beau, mais on savait pas, ça servait à rien. Donc, là, l'enseignement, c'est qu'il faut mieux avoir une boîte qui sert à quelque chose. Hein, c'est bien, répond à un besoin. Après, des boîtes que vous connaissez, il y a Yahoo. Purée, Yahoo, moi, quand j'ai commencé, c'était le Graal, Yahoo. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a mal fonctionné? Je ne sais pas ce que vous diriez, mais moi, je crois qu'ils sont un peu éparpillés entre le portail, le mail, le réseau social, le média. Tu ne comprenais pas. Et moi, je me dis que si tu n'as pas une lisibilité de ton modèle, ça ne va pas être facile de grandir.
Après, on a parlé de santé, tiens, Theranos, Elisabeth Holmes, une nana dans les années, début des années 2020, là, c'était magnifique. Tu disais, c'est quoi cette magie de la santé? Mais en fait, c'était que du storytelling, c'est ce que tu disais. Et la fille a fini en prison, d'ailleurs, je crois. Enfin, c'était terrible, Theranos. Et puis, un autre que vous connaissez tous, c'est WeWork. WeWork, on bavait tous. Peut-être que vous avez vu l'émission, enfin, le documentaire Netflix, là. WeWork, je me dis que c'est peut-être une question de culture. Et là, on revient à l'humain, peut-être, pour finir. C'est qu'une chose tellement importante, c'est l'authenticité du lien, tu vois, la considération que tu apportes, pas simplement à tes clients, mais aussi à tes collaborateurs. Le soin, c'est prendre soin des gens, en vérité. On est là pour ça sur Terre, hein, sinon on ne sert pas à grand-chose. Donc je me dis, ouais, WeWork, ils ont foiré, peut-être que la culture n'était pas là. Il y a plein d'autres exemples, mais l'important, c'est de regarder les enseignements qu'on en tire, parce que, comme tu disais, on va en faire des erreurs. Hein. Mais on va remonter en selle, c'est sûr. Dernière petite question, un conseil pareil, allez, aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, entrepreneuses dans la salle, surtout en particulier dans ce contexte un petit peu morose. Ah ben, évidemment, venez chez Envie, le truc magnifique. Non, mais non, pas du tout. Non, mais vraiment, prenez votre agenda là pour les prochaines semaines et noircissez-moi au moins 2 heures par jour pour la prospection, pour reprendre contact avec vos potentiels prospects, pour leur parler, pour essayer de les contacter, pour essayer de comprendre leurs besoins. C'est ça la vente, hein, c'est simplement d'écouter les besoins, quoi. Et ça demande du temps. Et pour faire une vente, il faut peut-être faire 10 rendez-vous. Pour faire 10 rendez-vous, il faut envoyer 100 emails. Gardez ce taux de conversion déprimant en tête et mettez du temps dans votre agenda pour la vente, parce qu'au-delà des fonds levés, c'est quand même aller chercher des clients qui va faire votre pérennité et votre bonheur, quoi. Donc, bonne vente à tous. Voilà. Merci beaucoup, merci, Catherine. Charlie, merci pour ton temps. Eh bien, je vais appeler une autre femme sur scène à me rejoindre. Vous connaissez certainement cette application, donc c'est Happen. Et donc, j'appelle sa CEO, Karima Ben Abdelmalek. Bonjour Karima, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bon, je crois que tu es de Marseille en plus. Tu connais bien cette ville? Je ne suis pas de Marseille. Ou tu connais bien la ville? Mais je connais bien la ville et je suis du sud par contre. Je suis de Nîmes à l'origine et j'ai fait mes études à Montpellier. Donc je connais très bien la région. Bon, alors, je parlais justement d'Happen. Happen, alors je rappelle, application de dating, et il faut que les personnes se croisent avant dans la vraie vie. Alors, il y a beaucoup d'applications de rencontres sur le marché. Il y en a 8000 dans le monde. Il y en a 2000 en France. Et comme Catherine le disait, il faut trouver sa singularité, il faut trouver son positionnement unique quand on est sur un marché très, très concurrentiel. Et donc, la valeur ajoutée d'Happen par rapport aux autres applications, c'est qu'elle vous permet de retrouver les personnes que vous avez croisées dans la vraie vie. Donc, c'est vraiment une application qui est très ancrée dans la vie de tous les jours. Et dès que vous croisez des gens dans cette conférence, par exemple, si vous avez Happen, bien sûr, vous avez téléchargé Happen, n'est-ce pas? Si vous sortez dîner ou vous allez vous balader à la plage, etc., eh bien, vous allez retrouver toutes ces personnes-là. Et donc, sur Happen, tout commence dans la vraie vie. Donc, tout commence par un regard, par un lien humain, puisqu'on est là pour parler d'humain. Et alors, on se rencontre où à Marseille? À Marseille. Alors, Marseille, qu'est-ce que j'ai comme statistique pour vous? Déjà, qui a déjà fait une rencontre en ligne? Je ne vois pas très bien la salle, là. Mais qui a déjà fait... Vous pouvez lever la main, ceux qui ont au moins une fois fait une rencontre en ligne? Normalement, selon les statistiques, c'est 60% au moins. Donc, ne mentez pas aujourd'hui. Donc à Marseille, oui, ça crush pas mal puisque vous êtes la 3e ville de France où ça crush le plus et où il y a le plus d'inscrits. Donc c'est une ville, oui, qui compte pour nous beaucoup. Oh. Alors, comme je disais, Happen, tu l'as très bien expliqué, il y a un positionnement vraiment particulier contrairement aux autres. Comment vous arrivez chez Happen à tenir cet engagement tu parlais de la vraie vie, alors qu'aujourd'hui, franchement, il y a l'IA, il y a tellement de choses qui arrivent qu'on pourrait se passer un petit peu de cette vraie vie. Oui, c'est vrai que Happen, c'est avant tout une boîte tech et
on s'en rend pas compte quand on est une entreprise dont le service est de favoriser les rencontres dans la vraie vie. Donc, mais derrière, j'ai quand même 60% de mes effectifs. Ce sont des développeurs, ce sont des équipes produits, ce sont des data analystes, des data scientists qui réfléchissent tous les jours à la manière dont on va pouvoir provoquer au plus vite ces rencontres dans la vraie vie. Et donc pour nous, la technologie, c'est un enabler, c'est vraiment un facilitateur, un accélérateur. Et donc on n'a pas peur de dire qu'on est une boîte tech, même si on est là pour créer des belles histoires d'amour. Donc pour nous, c'est vraiment utiliser la technologie pour aller plus vite, pour faciliter le quotidien des célibataires, pour lever un pain point, par exemple, un aspect de la rencontre qui est compliqué. On sait que ces dernières années, les gens ont de moins en moins la possibilité de s'aborder dans la vraie vie. Et donc, nous, on vient justement recréer ce lien entre les gens pour qu'ils se reparlent, pour qu'ils rediscutent, pour casser, comme on dit chez nous, l'icebreaker, briser la glace entre les gens et donc le faire de manière spontanée avec un peu de sérendipité. Parce que croiser quelqu'un au coin de la rue, croiser quelqu'un dans une conférence, etc., il y a quand même il y a toujours un peu de destinée, il y a toujours une part d'humain dans la rencontre que dans les applications de rencontre qui sont 100% digitales, on fait perdre un peu ce lien et du coup on s'arrête jusqu'au match, jusqu'au crush, mais qu'est-ce qui se passe après ? Des fois, pas grand-chose. Donc, nous, on essaie d'aller un peu plus loin dans notre promesse. Est-ce qu'il y a des choses, peut-être une fonctionnalité que vous avez pu créer récemment, peut-être aussi à base d'IA parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses ces derniers temps. C'est vrai que l'IA, nous, on s'est posé beaucoup de questions. Ça a pris beaucoup de temps pour qu'on décide de développer une fonctionnalité d'IA, parce que tout le monde parlait d'IA, mais nous, on se regardait en réunion, on se disait, oui, d'accord, l'IA, c'est sympa, mais bon, l'intelligence artificielle, nous, on s'en sert déjà depuis 10 ans. En back-office, c'est-à-dire pour faire en sorte que les gens se voient, se crushent, etc. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de fonctionnalité qui va... Catherine le disait tout à l'heure, je rejoins vraiment concrètement le pitch de Catherine, parce que derrière, il faut régler un problème. Qu'est-ce qu'on va régler grâce à l'IA, alors que nous, notre application de rencontre, c'est de provoquer des rencontres dans la vraie vie avec un regard dans la vraie vie. Donc c'est sympa l'IA de dire que c'est IA, mais si ça nous apporte rien, si c'est pas utile, si c'est pas pour créer de la valeur, est-ce que c'est vraiment intéressant d'y aller ? Et puis après, vous avez toujours le petit diable là qui vient et qui te dit non mais quand même c'est un virage qu'il faut prendre, tu peux pas rater ce virage. Donc il faut vraiment qu'on se pose et qu'on se dise ok, si on fait de l'IA, faisons-le. On s'est mis un cadre, donc je leur ai dit d'abord si on fait de l'IA, on le fait toujours dans le respect de notre mission. Donc notre mission, c'est vraiment de lutter contre l'isolement, c'est de faire en sorte qu'au moins une fois dans ta vie ou dans ton moment de ta vie, tu as la possibilité de voir des gens, de parler avec des gens et de te connecter. Après, adviendra ce qui adviendra, mais nous, on aura fait notre job de te connecter avec quelqu'un. Et donc on s'est dit, il faut vraiment que cette fonctionnalité, elle emmène les gens dans la vraie vie, parce que si ça les sépare et ça les éloigne encore plus d'une rencontre physique, donc on n'est pas dans notre mission. Donc on va rompre avec notre ADN d'entreprise, notre culture et ce pourquoi en fait on existe. Donc on a pas mal lutté, on a fait des focus group. Donc on a réuni des célibataires chez Appen. On a aussi fait de la UX research pour interroger nos utilisateurs et nos utilisatrices pour un peu savoir quel problème ils avaient et qu'est-ce que ça allait pouvoir résoudre finalement. Et donc ça a pris pas mal de temps, parce que finalement, depuis le temps qu'on parle d'IA, où c'est devenu très grand public, nous on a sorti notre première fonctionnalité IA, c'était il y a 2 mois. Donc vous voyez, on a quand même pris notre temps de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dépenser de l'argent pour faire une fonctionnalité IA sur le principe, mais d'essayer de vraiment craquer un problème, un pain point des célibataires. Et donc la fonctionnalité qu'on a choisi de développer grâce à l'IA, c'est la possibilité de planifier un date dans un lieu qu'on va choisir pour toi. Donc cette fonctionnalité, elle s'appelle Perfect Date. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que une fois qu'on a crushé sur l'application, vous allez avoir une première étape de conversation. Et puis ensuite, il va falloir passer le cap d'aller boire un verre ou d'aller au restaurant ou d'aller faire une petite balade. En tout cas, de faire connaissance dans la vraie vie, puisque c'est notre objectif. Et donc, on s'est dit,
quoi de plus difficile que trouver le parfait lieu pour sortir? Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas quelles sont ses préférences, quelle est la localisation, etc. Donc on s'est dit, on va, grâce à l'IA, on va analyser les profils des 2 personnes et on va leur proposer les 5 lieux parfaits où dater. Donc ça peut être un bar, ça peut être un parc, ça peut être un resto, ça peut être un musée, une expo. Et donc en fonction de tes préférences et de ce que tu as indiqué dans ton profil et de ce que ton crush aussi a indiqué dans son profil, parce que la difficulté c'est quand même de plaire aux 2, de trouver le lieu parfait. Et là on va essayer d'emmener les gens, de casser justement le fait de rester en ligne et de les emmener dans la vraie vie. Et donc voilà, donc c'est une fonctionnalité qu'on a développée qui est gratuite. Parce que justement, derrière, on a fait le choix aussi de laisser la possibilité aux utilisateurs de la tester, de l'utiliser, de l'adopter. Et puis en fonction de son usage, on verra comment on la fera évoluer. Mais pour te dire que ce n'était pas évident tout de suite de se dire, l'IA, oui, ok, c'est sympa, c'est à la mode, mais il faut quand même que ça apporte de la valeur ajoutée et que ça règle un problème des célibataires. Il y a des choses que vous êtes un peu interdit de faire, des produits, avec l'IA, on voit beaucoup de choses dans le dating, on voit aussi plein de d'IA virtuelles carrément. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, alors toi, ou même ton équipe, t'es dit non, c'est même pas la peine? Alors l'IA virtuelle, il y en a qui vont le faire très bien. Mais alors ça, c'est totalement en rupture avec mes valeurs, avec l'ADN de l'entreprise aussi. Donc nous, on ne fera jamais d'assistant virtuel pour dater. Ceci dit, il y a quand même aussi un côté positif des assistants virtuels dans le dating, c'est que ça travaille quand même ta confiance en toi, ça travaille quand même ton ego boost. Et donc si à la fin, tu finis par faire une rencontre en vrai parce que tu as utilisé l'IA pour ton ego boost, ça marche et ça donne confiance et ça peut provoquer indirectement des rencontres. Nous, on ne le fera pas parce que ce n'est pas l'ADN de l'entreprise. Et puis moi, je suis là pour favoriser des rencontres dans la vraie vie. Je veux remettre de l'humain dans la tech et dans l'application. Donc ce serait me renier que d'aller dans cette direction-là. Mais par contre, oui, on a eu des vrais débats sur d'autres fonctionnalités, plutôt liées par exemple à la conversation, où on peut utiliser aujourd'hui l'IA pour vous proposer des messages déjà rédigés que vous allez pouvoir envoyer à votre crush. Et donc là, on a eu un débat avec l'équipe produit, l'équipe data, l'équipe marketing, où c'était un peu le combat en interne, hein, parce qu'il y avait ceux qui disaient ça va favoriser les interactions, donc pourquoi pas, ça peut donner un petit coup de pouce. Puis il y avait ceux qui ont dit non, c'est hors de question, puisque je me vois mal, moi, par exemple, si je reçois un message sans faute d'orthographe et que demain je fais un date dans la vraie vie, qu'en fait la personne avec qui j'ai eu une conversation, elle ne sait pas aligner 3 mots. Donc là, on va rompre avec l'authenticité. Et l'authenticité, ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Donc, on a décidé de ne pas le faire. Mais on l'a fait différemment, c'est-à-dire qu'on a proposé des thèmes de discussion pour inciter à la discussion. Donc là, voilà, c'est pas tout est blanc, tout n'est pas noir. C'est important d'écouter les équipes, d'écouter les utilisateurs, vos clients, pour essayer de trouver la solution parfaite qui va vraiment résoudre un problème. Et alors, comment est-ce que tu vois peut évoluer ce secteur du dating? Parce que nous, on a l'impression, alors moi, de ce que je vois, c'est que les gens ont peut-être même plus trop envie d'aller sur ces applications et veulent juste trouver d'autres façons. On a eu, pendant un moment, tout le monde y allait, tout le monde avait un peu honte de le dire. Après, c'était j'y vais, ça s'est banalisé. Mais maintenant, on voit de moins en moins de gens, ils sont un peu plus réticents à y aller. Comment est-ce que tu vois évoluer? Alors, tu vas pas me dire évidemment que tout va s'arrêter. Mais... Non, mais en fait, on va dire que les usages évoluent. On voit pas mal de choses. On voit d'abord des applications de niche qui commencent à émerger. Applications de niche, ça veut dire plutôt basées sur on appelle ça des applications communautaires, mais c'est plutôt avec des centres d'intérêt en commun. Donc, par exemple, des sportifs qui vont utiliser Strava, par exemple, pour faire des rencontres de gens passionnés par le sport. Vous avez aussi des applications centrées sur la religion, par exemple, ou sur une passion sur le sport. Et donc, il y a ce genre d'applications qui émergent de plus en plus. Quant à nous, les applications mass market, donc vraiment des applications généralistes, c'est à nous d'innover, c'est à nous aussi de répondre à ces nouveaux besoins qui vont être plus dans la rencontre qualitative, plus que
la rencontre quantitative qui a été vraiment gérée les 10 dernières années du dating. Ça a été vraiment, les gens voulaient plus avoir la possibilité de faire beaucoup de rencontres en dehors du cercle habituel, c'est-à-dire les amis, la famille, etc. Et donc nous, on a apporté une réponse à ça, c'est-à-dire vraiment une tendance qui était je veux rencontrer des gens mais que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Et donc grâce aux applications, on pouvait faire des rencontres en dehors de son cercle habituel. Je pense que là, on est rentré dans une nouvelle ère qui est une ère un peu plus compliquée pour nous parce qu'il faut qu'on change notre modèle et où il faut qu'on apporte un peu plus de qualité dans la rencontre parce que à force d'avoir multiplié les rencontres, eh bien, on a fait naître la dating fatigue, qui est cette fatigue de toujours swiper et de toujours devoir voir beaucoup de profils. Maintenant, nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est vraiment la data. C'est l'enjeu de la data, c'est-à-dire d'en savoir le plus possible sur votre personnalité, sur vos préférences, sur vos goûts, de manière à ce qu'on provoque des rencontres moins nombreuses, peut-être que 3 personnes, on va peut-être vous proposer que 3 personnes, mais ce sera 3 personnes qui seront pertinentes pour vous, parce que grâce à l'IA, on va détecter les affinités entre vous et votre crush. Et donc ça, ça nécessite de l'innovation, ça nécessite des focus groups, ça nécessite de rencontrer les célibataires et de faire de la UX research. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement à R&D pour essayer de s'adapter. Nous, notre rôle, c'est de s'adapter en fait aux changements sociétaux. Et Dieu sait qu'ils sont différents parce que Appen, ça a été pendant 3 ans une French Tech et on est présent à l'international, on est présent dans 12 pays, notamment en Inde, en Turquie, au Brésil par exemple, où les comportements sont complètement différents. Et donc la force qu'on a, c'est que tout ce qu'on sait du dating aujourd'hui, ça nous sert pour démocratiser aussi la rencontre dans des pays où la rencontre, comme en Inde par exemple, c'est plus compliqué. Et donc là, on va aussi jouer notre rôle de démocratisation des applications de rencontre dans d'autres pays en dehors de l'Europe. Donc un vrai challenge aussi sur le plan international pour nous. Bon, beaucoup de choses. Allez, un projet en particulier sur lequel tu travailles là, dans les mois à venir? C'est vraiment l'international. Ouais, ça c'est vraiment notre. Je vais être un peu. C'est local et international parce que notre application elle est très locale parce que ce sont des personnes qui partagent votre quotidien. Donc, on va développer des fonctionnalités qui permettent de plus en plus de partager le quotidien, de dire j'aime ce quartier, j'aime ce lieu, j'aime des choses qui correspondent à votre quotidien et qui reflètent vraiment votre personnalité, qui vous êtes, ce que vous aimez. Donc, vraiment aller dans l'authenticité et en même temps faire ça, mais dans les pays du monde. Et donc, c'est beaucoup de travail de savoir en Inde, les Indiennes, qu'est-ce qu'elles aiment, comment elles veulent rencontrer. Au Brésil, c'est pareil, c'est la même chose. On va essayer de personnaliser un peu plus encore le produit. Donc, en fait, c'est un peu bizarre de dire ça parce que notre product market fit, on l'a trouvé il y a 10 ans. Il y a des momentum dans une entreprise. Mais là, nous, notre momentum, il est vraiment de trouver le product market fit dans des pays de manière très ciblée et pour être local. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a été des applications globales. C'est-à-dire qu'on a la même application dans le monde entier. Or, je pense que là, il faut qu'on change et que maintenant, on aille un peu plus dans de la personnalisation. Écoute, super, merci beaucoup Karima d'avoir partagé merci de m'avoir accueilli. Tout ton témoignage avec nous aujourd'hui au Grand Bain. Merci. Alors j'enchaîne avec la dernière session de la mi-journée. Et là, je vais avoir une table ronde, donc on l'a appelée, alors c'est sur le futur du travail. Et donc j'ai 3 intervenants avec moi, Magali Alexandre, Angelo Gabriel Michael et Pascal Lorne. Alors, allez-y, on a...
Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Donc, je vous présente rapidement Magali Alexandre, directrice générale de SNCF Optim Service, Angelo Gabriel, donc tout à gauche, Michael, VP Learning, alors Managing Director de Tangram et Education Coordinator chez CMA CGM. Et juste à côté de moi, Pascal Lorne, donc GoJob, une plateforme. Alors, je sais que tu n'aimes pas quand je dis une plateforme pour intérimaires en ligne, mais une plateforme qui relie des recruteurs avec des intérimaires grâce à de l'IA. Voilà. Merci beaucoup à vous trois d'être ici. Donc on va parler un peu de futur du travail. Moi j'avais juste une petite question pour commencer. Quand vous avez vu ChatGPT arriver la fin 2022, parce que ça y est, ça va faire bientôt 3 ans, ça a été quoi votre première soit réaction, soit décision? Vous avez dit que voilà, quand vous avez commencé à taper, à jouer avec, alors je peux vous aider. A, c'était super, on va faire plein de nouveaux projets. B, oh là là, ça va supprimer des postes. Ou C, j'en sais fichtrement rien, Charlie. Allez, Pascal. Alors là, si tu commences par moi, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour les autres. Quand en 1998, je rencontre Sam Altman, qui est donc le fondateur de ChatGPT. On avait 25 ans tous les deux et on habitait dans la Silicon Valley. On se retrouvait au Starbucks à se dire qu'est-ce qu'on va faire de notre life. Quand 4 mois avant la sortie de ChatGPT, il m'appelle et il me dit « Pascal, j'ai un nouveau truc, c'est génial ». Je lui dis oh, « c'est bon, Y Combinator, j'ai connu, machin ». L'IA, ça fonctionne pas. J'ai essayé IBM Watson. Franchement, j'y crois pas. Il me dit non, je t'assure, ce coup-ci, c'est vraiment un truc qui marche vraiment bien. Si tu veux, je te donne les accès. On a besoin d'avoir de la donnée pour entraîner nos algorithmes. Et je sais qu'avec GoJob, parce qu'il suivait un peu ce que je faisais, tu parles à plein de monde. Est-ce qu'on peut se brancher dessus? Je dis écoute, vas-y, branche ton truc. Personne ne connaissait ChatGPT encore dans le monde parce que c'était la super version super secrète. Je vois le truc, et là, pour répondre à ta question, long story short, j'étais aux États-Unis pendant l'époque où j'habitais New York, et j'étais en séminaire avec mon comité de direction qui était venu. C'est pas du storytelling, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu le truc. J'étais avec mon comité de direction. Je me suis installé dans le bureau du bas parce qu'on avait loué tout un Airbnb, et ils m'ont pas vu pendant 2 jours. J'ai réinstallé Python sur mon ordi. Ça faisait quand même 5 ans que j'avais pas codé, et pendant 2 jours. J'ai codé un truc pour leur montrer, parce qu'ils n'y croyaient pas trop, ils disaient ouais, l'IA ça ne marchait pas. J'ai vu la même révolution que ce que j'ai vu lorsque, en 80, j'ai eu le premier IBM qui est arrivé, le premier PC qui est arrivé à la maison. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de malade mental? J'en ai pas dormi pendant 3 jours. Je n'ai pas arrêté de coder pendant 3 jours, jour et nuit. Donc ouais, ça a été, pour moi, ça a été un raz-de-marée. Magali. Moi, je vous parlais pour le groupe SNCF, et effectivement, on aurait pu avoir le travers des grands groupes, c'est que tout de suite, on s'est posé question de éthique, cybersécurité, voilà. Donc, et on a pris le sujet de la manière la plus positive possible, c'est-à-dire qu'on s'est dit waouh, super, on va pouvoir faire plein de choses. 2, il faut que tout le monde en profite. Donc on est parti sur un modèle qu'on voulait ouvert à tous les salariés. Hein. Donc aujourd'hui, on a 100 000 salariés qui ont accès à notre ChatGPT. Et on a créé notre SNCF GPT justement pour ouvrir au maximum les champs et pouvoir sécuriser les choses. Donc on a dit waouh, et on s'est donné les moyens de réussir. Alors pour ma part, à titre personnel, j'avais fait les premiers tests qui n'étaient pas très concluants, donc j'étais un peu déçu au début. Et puis j'ai rapidement compris que c'était un outil très puissant. Et puis au niveau du groupe, en revanche, on a notre président, directeur général Rodolphe Sadé a beaucoup d'appétence pour tout ce qui est technologie et innovation. Donc naturellement, on a été amené à investir beaucoup dans des outils d'IA générative en interne. Et aujourd'hui, c'est très puissant. Après, l'enjeu, c'est comment pouvoir garder son sens critique. Comment on peut se fier à l'algorithme, au LLM, mais en même temps pouvoir penser, réfléchir, fine-tuner et ne pas juste gober tout ce que ça nous dit. Ça, c'est un fort enjeu pour nous aussi en termes de formation au sein du groupe CMA-CGM. Comment on va pouvoir toujours garder une appréciation qui est la nôtre, et tout en pouvant être augmenté, si je puis dire, par la puissance de calcul et de recherche que propose ce genre d'outils.
Et quelle méthode vous avez un peu adoptée, c'est-à-dire chacun, pour que justement tous les salariés, alors est-ce que tous les salariés d'ailleurs doivent adopter ces outils-là? Alors je tourne peut-être vers la SNCF. Vous avez dit, bon, on met des outils là, on met un GPT, puis on va voir qui l'utilise. Vous avez dit, non, il faut sélectionner peut-être certains départements, il faut les former. Ça a été quoi un peu votre méthode? Alors, j'essaie de réfléchir. En fait, je me suis dit, c'est un T inversé. Pourquoi un T inversé? C'est qu'il y a du top-down, c'est-à-dire qu'il faut que la direction d'entreprise fixe le cadre. Cyber, l'éthique par design, etc. Et donne les moyens et donne un accès aux outils. Donc, nous, on a décidé d'être agnostique. On a dit, on travaille avec plusieurs LLM et on verra là lequel est le plus puissant et le plus opportun. Donc, il faut qu'on fixe ce cadre. Donc, il y a du top-down. Il y a du bottom-up, puisque on considère que la data, les usages, ils sont au niveau des salariés et c'est eux qui vont nous emmener la matière et les idées pour savoir comment bien utiliser l'IA et la manière. Et pourquoi tu es inversé? C'est qu'il y a aussi de l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on croit beaucoup que nous, en tant que direction, on doit mettre en commun les bonnes pratiques, les bonnes idées, on doit favoriser cette horizontalité entre salariés. Donc notre stratégie, c'était on l'ouvre à tous, on forme. Parce que si on donne la clé d'un avion de chasse à n'importe qui dans la salle, je pense qu'il ne va pas vraiment ni décoller, ni faire quoi que ce soit. Donc un gros sujet d'acculturation, de sensibilisation pour savoir comment utiliser l'outil et bien l'utiliser. Mais on a fait le pari de l'intelligence. Ma fille de 9 ans me parle tous les jours de ChatGPT. Donc je ne vois pas pourquoi tous les salariés d'un groupe ne pourraient pas y avoir accès. Et c'est à nous de le favoriser. Chez CMA, vous avez opté alors pour un centre Tangram. C'est pareil, il y a une sélection qui va dans ce centre en fait. Alors en fait, il y a plusieurs leviers chez nous pour monter en compétences au sein du groupe CMA-CGM. On a Tangram, qui est le centre d'excellence du groupe, qui a été inauguré il y a 1 an et qui vraiment se concentre sur tous les aspects transversaux, tous les projets de transformation, les acculturations sur l'IA, la décarbonation, le leadership et les soft skills. Et puis, par ailleurs, on a des académies métiers. Donc pour Tangram, en termes de population cible, on parle des managers, des talents et des cadres du groupe. Donc en 2024, on a formé à peu près 3500 personnes. Là, en 2025-26, pour la suite, on va former à peu près 6000 personnes. Donc ça vraiment, on monte en puissance avec différents programmes. Mais on a aussi des académies métiers, parce que Tangram, c'est la cerise, mais il y a le gâteau. Et le gâteau, c'est les 160 000 employés à travers le monde. Et donc, nous, notre approche aussi, c'est la sensibilisation, c'est des masterclass, c'est des e-learning, c'est des apprentissages au prompting à tous les salariés du groupe. Alors évidemment, je ne parle pas nécessairement des gens qui sont très opérationnels sur des sites qui n'ont pas nécessairement cette problématique-là aujourd'hui, mais je parle vraiment des gens qui sont dans des bureaux derrière un ordinateur, ce qu'on appelle un peu l'école blanc. Eux, pour le coup, il y a un vrai investissement sur eux pour qu'ils puissent utiliser ces outils-là, et c'est extrêmement important. Mais je répète, c'est très bien d'utiliser ce genre d'outils, gain de productivité, qu'on se délaisse un peu des charges time consuming, on se concentre sur tout ce qui est à haute valeur ajoutée, mais il faut aussi toujours réfléchir par soi-même et ne pas être trop dépendant de cet outil-là. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un peu comme du muscle. Pour moi, le cerveau, j'essaye un maximum d'avoir mes propres idées, je les liste, et puis je vais voir un peu ce que l'outil me dit en apprenant à bien prompter, et puis je croise. Si on va directement sur l'outil, de plus en plus, on a beaucoup de mal à réfléchir. Et chez GoodJob, vous, c'est une plus petite boîte, on peut le dire. Et vous êtes déjà dans la tech, déjà dans l'IA depuis à peu près 10 ans. Est-ce qu'il y a quand même eu besoin d'adaptation ou pas du tout? Pas simple du tout. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 ans, c'est venu de moi en fait, et quand j'ai vu à quel point ça devenait transformationnel pour le cœur de notre métier, j'ai créé une toute petite pratique de 5 personnes qui sont parties en commando, dont j'ai fait partie, et qui dans un premier temps s'est vraiment focalisé sur identifier quelle était la part de notre métier, s'il n'y en avait qu'une, qui allait être totalement révolutionnée. Donc on n'a pas essayé de tout changer au début, on s'est focalisé sur un cas d'usage sur lequel la productivité était un gain de productivité énorme. Ce qu'on a choisi comme cas d'usage, c'est un cas d'usage qui est assez incroyable, qui est ce qu'on appelle la préqualification dans nos métiers. C'est-à-dire que grosso modo, dans le métier du recrutement, il faut passer
un peu comme en prospection téléphonique, il faut passer une centaine de coups de fil pour arriver à, entre ceux qui répondent jamais au téléphone, ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui ne sont pas dispo, ceux qui veulent être payés plus cher, etc. C'est 100 coups de fil pour finalement une personne intéressée. Tout ça, c'est à faible valeur ajoutée pour un humain. Donc on l'a automatisé avec des systèmes soit par mail, soit par WhatsApp, soit par SMS. Et ça nous a permis d'être sur un gain de productivité sur cette tâche-là qui est de l'ordre de x50. Donc c'est quand même c'est radical. Et puisqu'on parle d'humain, c'est assez génial parce qu'on a apporté, on n'a pas réduit, on n'a pas fait de plan de licenciement. Bien au contraire, on a apporté du confort de travail pour ceux qui l'utilisent, puisque comme ils vont 50 fois plus vite pour préqualifier les candidats, ils peuvent passer plus de temps au téléphone avec les candidats vraiment qualifiés et investir la relation humaine. Ça, c'était l'étape 1. Et donc, on pensait que naturellement, après, tout le monde dans la boîte allait du coup utiliser l'IA sur toutes les autres tâches. Et je pense qu'une des grandes erreurs qu'on a fait et que pas mal de monde doit faire, c'est de se dire waouh, okay, il faut maintenant que tout le monde fasse de l'IA. La réalité, c'est qu'il y a plein de cas d'usage dans lesquels il n'y a pas besoin d'IA. Donc, vous savez, j'ai poussé, moi j'ai fait venir mon fils qui a passé une demi-heure derrière chaque salarié, donc fois 200 salariés, pour dire tiens, si tu avais de l'IA, qu'est-ce que ça n'a pas marché. On a essayé de faire des masterclass, ça n'a pas vraiment marché. Le truc qui a bien marché et qui marche bien et qu'on pousse aujourd'hui, c'est des séances de hackathon. C'est-à-dire que la pratique je appelle ça une pratique, mais la squad, on appelle ça comme on veut dans nos startups, mais disons qu'il y a un petit groupe de 7-8 personnes qui sont vraiment des super experts chez nous, et ils ont créé un hackathon, et on essaie de faire un hackathon tous les 6 mois dans lequel on fait des équipes transdisciplinaires, on met 6 personnes autour d'une table pendant 24 heures, et il y a quelqu'un de la finance, quelqu'un du commerce, quelqu'un de la tech, ensemble, ils choisissent des sujets, et ils les craquent ensemble. J'ai envie de dire, le résultat n'importe pas tant. Ce qui est important, c'est le chemin, c'est qu'est-ce qu'ils ont partagé autour de quel thème et comment est-ce qu'ils ont fait pour progresser. Et dans ces hackathons, qu'est-ce qui se passe? Sur la vingtaine de projets qu'a sorti, il y en a peut-être 4 ou 5 qu'on va mettre effectivement en prod et qui vont être intéressants et qui vont révolutionner le métier. Mais le plus important, c'est que quasiment tout le monde dans la boîte, pendant 24 heures, a été frotté au sujet de l'IA, mais pas que. Parce qu'en fait, l'IA seule, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être capable de manipuler l'IA, mais avec du no-coding pour pouvoir le connecter rapidement avec ces bases de données, parce que sinon, faire du prompt tout seul qui est pas relié à nos bases de données, ça ne sert à rien. C'est un truc qui parle, mais qui parle dans le vide. Donc là, on a été capable en fait, de faire prendre conscience à nos salariés de la force du mélange de l'IA plus le no-code, plus, et là on revient encore à l'humain, plus cette réflexion qui est indispensable, qui précède n'importe quel déploiement d'IA, qui est ok, à quoi ça va servir et en quoi ça va être quelque chose qui est ancré dans une réalité humaine qui ne va pas accélérer une défaillance de notre société, mais qui va plutôt essayer de résoudre un problème qui va dans le sens de l'humanité, vers lequel on a envie de pousser. Parce que c'est quand même la réflexion préalable, c'est à quoi ça sert tout ça. Si c'est pour aller fabriquer des agents qui vont passer 3 fois plus de coups de fil pour vous vendre des panneaux solaires ou des bouteilles d'eau dont vous n'avez rien à faire, il faut vraiment se poser la question de le faire ou pas, quoi. Donc je pense que cette prise de conscience de à quoi ça va servir, elle est absolument nécessaire aussi. Comment est-ce que vous gérez dans vos groupes respectifs aussi le fait qu'il peut y avoir, alors je ne sais pas à quel niveau de la réticence, est-ce qu'il y en a de la part aussi de salariés, parce qu'on voit aussi un peu partout, alors peut-être pas évidemment dans les Échos, mais dans beaucoup de médias, ça va remplacer des gens. Comment est-ce que vous gérez ce genre de situation en interne? Ouais, on voit qu'en France, là, les derniers sondages qui sortent, on fait partie des... En tout cas, quand on interroge les salariés, on est les salariés les plus frileux et en tout cas, on a toujours beaucoup d'inquiétude devant l'incertitude. Moi, je vais vous donner 2 exemples sur des métiers où on se dit que va venir faire l'IA. L'IA auprès des conducteurs de train. En fait, les conducteurs de train, ils ont un nouveau collègue, l'IA, qui va, selon comment est le tracé, etc., va pouvoir donner des conseils en termes de freinage et de vitesse pour optimiser la conduite et pour faire des économies d'énergie. Et on peut faire jusqu'à plus de 10% d'économie d'énergie en optimisant la conduite. Et en fait, c'est typiquement le type de métier où l'IA va pas venir remplacer le métier, mais va venir l'augmenter. Et c'est comme ça, c'est par des cas pratiques qu'on va réussir à surmonter des réticences. Je vous donne un autre exemple. Moi, j'y crois beaucoup en matière de santé et sécurité au travail.
Aujourd'hui, c'est pas encore autorisé en France, mais dans plein de pays, on voit des caméras intelligentes qui, dans une usine ou dans une entreprise logistique, vont dire attention, comportement dangereux, la palette n'est pas au bon endroit, etc., qui vont signaler. Et tout de suite, on va pouvoir intervenir pour favoriser la sécurité, la mise en sécurité du site. Là, pareil, on va vaincre les réticences comme ça. Pendant les JO, on a fait une expé. On n'a plus le cadre légal maintenant pour la continuer, mais pendant les JO, on l'a fait. C'était l'analyse de la foule, notamment dans les gares. Et grâce à l'IA, on a pu voir s'il y avait un bagage abandonné ou s'il y avait un moment où il y avait énormément de personnes au même endroit. Est-ce que ça pouvait générer quelque chose de dangereux? Et donc, pareil, les personnes de la sûreté qui doivent analyser les vidéos ont dit « Ah, mais en fait, l'IA va vachement m'aider dans mon travail parce qu'elle va m'aider à repérer des situations que moi, à l'œil, je ne peux pas voir et va pouvoir prioriser mon action. » Et en fait, moi, ce que je crois vraiment, c'est que c'est par la culturation, la sensibilisation et des cas d'usage très précis qu'on va vaincre les réticences. Et je suis tout à fait d'accord. À la fin, il faut qu'il y ait un but, il y ait une cible et qu'elle soit partagée. Ce n'est pas de l'IA pour l'IA. Et donc, c'est comme ça qu'on va réussir à prendre le meilleur. Je pense qu'en effet, comme dans chaque grand groupe, il peut y avoir un peu de réticence ou en tout cas de questionnement quant à l'impact de l'intelligence artificielle et sur l'état des effectifs et un peu tout ce qui est mission qu'on pourrait confier aux différents salariés. Je pense en général, il y a quand même beaucoup d'enthousiasme, ce que j'ai pu noter, parce qu'en effet, ça a été directement perçu comme un moyen de se débarrasser un peu des tâches les plus répétitives, les plus ingrates, et de pouvoir se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Alors il y a des équipes ou des départements qui, en effet, se repositionnent parce que l'IA est quand même assez présente dans ces domaines-là, comme par exemple le service client. Mais ça ne veut pas dire que ces effectifs vont disparaître, au contraire, mais elles vont pouvoir se recentrer, se concentrer sur certains types de services, notamment tout ce qui est services à haute valeur ajoutée, qui d'ailleurs amène le plus d'argent aussi à l'entreprise, tout en laissant l'aspect par exemple téléphonique en partie à des machines qui font ça encore mieux que les humains. Donc encore une fois, on n'est pas du tout sur du remplacement, on est sur de la bonification des tâches quotidiennes qu'on pourrait confier aux différents salariés. Je pense que l'IA aussi aide beaucoup les équipes du groupe CMA-CGM à vraiment penser et à bâtir des systèmes d'analyse prédictive pour tout ce qui est flux mondiaux, à la fois l'offre et la demande. Nous sommes dans une entreprise, notamment là, sur la partie maritime, qui est assez concentrée sur des actifs, ce qu'on appelle un peu asset heavy. Donc on a beaucoup de bateaux, on a des terminaux, on a de grosses opérations très lourdes. Et donc, je pense que ce qui va nous donner un aspect très compétitif, c'est de pouvoir mieux capter les opportunités business, mieux cerner la demande et donc mieux positionner nos assets et nos actifs. Parce que si on arrive à bien les positionner avec les bons pays, les bons marchés émergents pour bien capter la demande, c'est clair qu'en termes de cost pour nos opérations, en termes de fluidité de nos opérations, ça va être beaucoup plus facile. Donc ça, c'est typiquement un exemple concret de ce que l'IA peut apporter au groupe CMA-CGM. Alors on dit beaucoup effectivement que ça ne remplace pas forcément, que ça augmente, c'est un peu la petite musique qu'on entend, mais toi Pascal, quand tu as annoncé il y a quelques mois, on s'en était parlé, que vous aviez sorti donc GoJob Aglaé, qui effectue l'équivalent du travail de 200 recruteurs, soit 130 agences d'intérim traditionnelles. Donc en gros, ça va être la fin du métier de recruteur ? Oui, sauf qu'entre-temps, on a multiplié le chiffre d'affaires par 10. Donc, on a licencié personne, on a plutôt utilisé cette productivité pour accélérer. Et si on revient à ce qu'a pu apporter l'informatique, parce que quand je prenais la comparaison avec l'arrivée de la micro-informatique, Marie-Laure, qui est notre comptable en chef de la French Tech, ne pourra pas me contredire. Moi, je fais partie des anciens qui ont connu l'avant-informatique. Je me souviens très bien, mon père était entrepreneur à l'époque, j'ai vu les premiers ordinateurs arriver, il avait littéralement une règle à calculer. Ce n'était pas des bouliers, mais c'est une règle à calculer. Ça veut dire que dans son entreprise, il y avait une vingtaine de comptables dont le quotidien était de saisir à la main des écritures comptables sur des grands livres papier. Il n'y avait rien pour numériser ça. L'informatique est arrivée. En 2 ans, il y a 20 comptables qui sont partis et ça a été remplacé par un ordinateur.
Maintenant, est-ce que pour autant, il n'existe plus de comptables aujourd'hui? Non, il y a toujours des comptables, il y a toujours des experts comptables. Ils ont juste un boulot qui est bien moins chiant parce que franchement, faire des écritures comptables et les recopier avec du carbone, parce qu'il n'y avait pas de système de copier-coller, c'était des feuilles carbone. Ça n'avait aucun intérêt. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, nous, dans notre métier, puisque c'est le thème de l'humain et comment est-ce que l'intelligence artificielle révolutionne les ressources humaines, il y a une palanquée d'opérations qui n'ont aucune valeur ajoutée humaine et qui vont être automatisées. Ça permet de libérer du temps pour des vrais échanges humains. Et moi, je pense qu'il est en train de se passer la même chose qu'il y a 30 ou 40 ans. On va juste aller chercher plus de productivité. Et c'est à nous d'être malins pour arriver, malins, ancrés, intelligents, pour arriver à développer nos qualités humaines et réinvestir le champ de la relation humaine avec ce temps libéré. Est-ce que pour autant les journées vont diminuer? J'en sais rien, parce que les journées de travail vont diminuer, j'en sais rien. Mais moi, ce que je dis à mes équipes aujourd'hui, ça c'est le mot d'ordre chez GoJob aujourd'hui, ce que je dis à mes équipes, parce qu'il y a le vibe coding qui arrive. Le vibe coding, ça permet de programmer à peu près 40 fois plus vite. Donc ce que je dis à mes équipes, c'est si tu mets 40 fois moins de temps pour coder, il faut que tu prennes 1 à 2 heures par jour pour te concentrer sur ce que tu vas demander à la machine, parce que si tu lui demandes n'importe quoi, elle va aller 40 fois plus vite pour aller dans le mur. Donc, comment est-ce que cette productivité doit être réinvestie? Et là, vous me connaissez bien pour ceux qui m'ont pratiqué à l'époque de la French Tech, mais je réinsiste. La notion d'ancrage, alors il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du sport, mais la notion d'ancrage et de prise de conscience de la réalité de ce que va être notre journée va devenir essentielle. Et je demande à mes salariés, moi aujourd'hui, de passer minimum 1 heure par jour avant ou pendant le travail pour se centrer et se concentrer sur ces tâches. Ça ne veut pas dire que pour autant on va les licencier parce qu'ils sont moins utiles. C'est juste que la journée va être différente. Il va y avoir beaucoup plus de temps dans lequel on mange plus devant son ordinateur, on mange entre copains autour d'une table à se parler vrai, on prend plus de temps pour réfléchir à ce qu'on va faire de la journée. Nos journées, elles feront toujours 8, 9, 10, 11 heures pour ceux qui travaillent beaucoup, mais ça sera réaménagé différemment. Et ça, moi je pense que c'est ça la plus grande révolution, c'est comment est-ce qu'on réinvestit le champ de l'humain, et puis la machine, elle fait le reste. Magali, comment est-ce que vous voyez, vous, sur la partie aussi recrutement, est-ce que l'IA va changer ou change déjà des choses pour vous? Est-ce que, je sais pas, c'est bête, il y aura plus de stagiaires, il y aura plus d'alternants, plus de juniors? Oui, alors nous, on reçoit à peu près 240 000 CV par an et on recrute à peu près 3 500 personnes par an. Donc quoi qu'il en soit, on n'a pas les ressources et heureusement qu'on a quelques outils pour nous aider. Ça a un impact évidemment, ça permet une ultra-individualisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connaître exactement le bassin d'emploi, les rémunérations et où aller chercher ce profil. On essaie de recruter des femmes, plus de femmes. On sait que tel médium va être beaucoup plus performant, le taux de conversion va être beaucoup plus performant si on rédige notre offre d'une certaine manière grâce à l'IA et on la positionne sur ce job board plus que sur un autre, où on va aller mettre une offre sur Deezer ou sur TikTok et on va aller chercher grâce à l'IA une hyper individualisation, on va aller chercher exactement les profils que l'on souhaite et après dans tout le process de recrutement on peut avoir ce type d'aide. Après dans la gestion des ressources humaines, ce qu'on demande aux RH, là c'est assez dingue, hein, c'est qu'on leur demande de conduire une Ferrari dans le noir avec des virages et du brouillard, c'est-à-dire que ça va très très vite le développement de l'IA, en même temps on ne sait pas où on en sera exactement dans 6 mois et dans 2 ans et le vrai enjeu c'est l'adaptation des compétences. Et la logique, c'est de faire ça intelligemment, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de protéger des postes, on essaye de protéger les personnes. Donc le poste, il sera peut-être supprimé demain, par contre le salarié, il sera toujours avec nous et c'est comment on arrive à le former, mais à le former aux bonnes compétences et dans le bon timing. Et ça, c'est un énorme défi parce que peu de personnes ne peuvent répondre précisément de où on en sera dans quelques mois et quels seront les besoins dans quelques mois. Alors chez CMA-CGM, vous avez un peu, on va dire en quelque sorte, recruté
des ingénieurs de Mistral. Alors, je dis ça parce qu'il y a quelques mois, voilà, CMA a annoncé en fait un gros contrat avec Mistral sur 5 ans, 100 millions. Et alors j'étais étonnée quand j'ai discuté avec eux, c'est qu'il y a une vingtaine, genre 20 ou vingtaine d'ingénieurs Mistral qui sont aujourd'hui chez CMA. Enfin, comment ça se passe? C'est pas juste, vous allez me dire, peut-être comme un cabinet de conseil en fait qui vient faire une mission. Oui, parce que je pense que de toute façon à la CMA-CGM, on a une culture qui est très hands-on. Donc, de toute façon, nous, les consultants qui théorisent de loin, etc., ça ne peut pas marcher avec à la fois la culture de l'entreprise, mais aussi avec la réalité des opérations qu'on a. Donc, en effet, on a des ingénieurs de Mistral qui travaillent notamment sur la partie média, donc le pôle CMA Média du groupe CMA-CGM, donc ils sont à Grand Central, qui est d'ailleurs un écosystème du groupe CMA-CGM. On a le pôle média, on a également École 42, on en parlera peut-être dans un instant, qui est l'école du numérique pour tous, donc qui est soutenue et financée par le groupe CMA-CGM. Tout ce qui est codage, même tout ce qui est de base, hein, donc vraiment quand on parle de langage C, et c'est vraiment les fondamentaux, même si aujourd'hui l'IA ça permet de coder, mais après il va falloir vraiment aller dans le détail, dénicher le code, voir un peu les erreurs, les bugs. Donc on a toujours besoin de ce genre de compétences. Donc aujourd'hui, oui, en effet, on a des ingénieurs de Mistral qui travaillent main dans la main avec les salariés du groupe CMA-CGM. On a Google aussi, on a un grand accord avec Google, donc il n'y a pas que Mistral. On a aussi Microsoft. Donc c'est cette appétence dont je parlais tout à l'heure pour les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, c'est comment on va pouvoir vraiment intégrer l'IA en se basant sur une masse de données qui est assez impressionnante pour pouvoir justement bâtir des systèmes prédictifs qui vont nous donner un edge, si je puis dire, compétitif par rapport à la concurrence. Et donc aujourd'hui, quand on parle justement de monter en compétences, bon, il y a les ingénieurs de Mistral et donc il y a un apprentissage peer-to-peer, si je puis dire, sur le terrain, mais il y a aussi la formation. On est en train de, à travers Tangram, mais aussi à travers les académies métiers, on est en train d'utiliser l'IA aujourd'hui pour pouvoir tendre vers le learning adaptatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un paradigme qui fait que les salariés des entreprises, des employés, ils ont des entretiens RH, notamment mi-année, fin d'année, qui disent, voilà, entretien performance, alors vous avez fait bien ici, là vous étiez bon, là il va falloir vous améliorer, donc il va falloir que vous fassiez cette formation. Mais aujourd'hui, c'est très lent. Attendre 1 ou 2 fenêtres par an, on n'est plus dans l'air du temps par rapport à la vitesse de l'IA. Donc, le learning adaptatif, c'est de pouvoir aller sur la plateforme digitale, ce qu'on appelle un learning management system. Et donc, quand on y va, parce qu'on va faire un assessment, donc on va voir tout de suite sur les compétences et en fonction de sa fonction, de son job et de l'assessment, quel genre de formation il faut à la personne. Et donc, ça nous dirige vers un certain nombre de formations à prescrire grâce à l'IA. Et c'est ça qui va permettre de scaler, c'est ça qui va permettre d'atteindre les 160 000 employés du groupe. Et ça, on investit massivement là-dedans aujourd'hui. Vraiment connaître sa population, travailler sur les personnes plutôt que sur les fonctions ou sur les jobs, et de se dire, OK, par rapport à la vision stratégique qui est donnée par notre direction générale ou la présidence, où est-ce qu'il faut qu'on aille, qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher comme compétences. Et j'insiste, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de hard skills, mais les soft skills aujourd'hui, à l'âge de l'IA, c'est très important. On le voit aujourd'hui, on peut être très bon techniquement, on peut être un très bon expert. Si on n'a pas les bons skills pour pouvoir parler avec concision, avec impact, pour pouvoir maîtriser ses émotions, avoir une communication à impact, bah ça ne marche pas. Et donc chez nous, c'est très important et donc on ne néglige pas du tout cet aspect-là. Pascal, dernière question. Comment est-ce que vous faites là chez GoJob pour rester aussi à la page sur l'IA? C'est quoi, t'envoies des messages à Sam Altman pour savoir ce qui va se passer? Tu fais quoi? Quand il répond, parce qu'il a beaucoup d'autres sujets, mais on reste alerte. On reste alerte. Je pense que, pour reprendre ce que disait Barbara tout à l'heure, le rôle du fondateur CEO, c'est de vendre et de rester à l'affût de la créativité et de l'innovation. Donc, j'invoque toutes les fondatrices, fondateurs de cette salle à eux-mêmes mettre les mains dans le cambouis, essayer, expérimenter, se planter, recommencer. C'est de la R&D. La recherche par nature, c'est chercher des choses qu'on ne connaît pas. Sinon, ça ne s'appelle plus de la recherche. Et là, on est littéralement en train d'ouvrir un nouveau champ, un nouvel espace qu'on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas faire autre chose que d'essayer, se planter. Nous, quand même, pour la petite anecdote,
suite à cette semaine de folie dans laquelle j'ai passé 3 jours à coder sur mon ordi, il s'est passé 2 ans avant qu'on mette en prod, avant qu'on arrive à décrocher notre premier contrat avec France Travail. Il s'est passé 2 ans. Donc pendant 2 ans, on a expérimenté, on s'est pris des baffes, on a mis des baffes à notre IA pour la remettre dans le droit chemin. Et ça prend du temps parce que il y a plein d'erreurs, il y a des hallucinations, des comportements qui ne nous vont pas, et donc il faut les tester. Et puis au fil de l'eau, on apprend en marchant. Eh bien, écoutez, je regarde, mais en fait, on a moins d'1 minute, donc je vais devoir arrêter la conversation. Mais en tout cas, n'hésitez pas à les attraper. Je vous remercie, vous 3, d'être venus aujourd'hui au Grand Bain. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. On va se retrouver du coup à 18h15. C'est pour une seconde partie de plénière avec des nouveaux intervenants et vous pourrez profiter des masterclass en attendant, de la scène de pitch et du stand de dédicace. Merci, à tout à l'heure. Et je crois que j'appelle l'équipe de la French Tech à me rejoindre sur scène pour une photo.